Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, merci d'être présents aujourd'hui pour nous écouter. Je suis très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, on a un invité de marque que vous ne connaissez peut-être pas. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je vais le laisser se présenter. Je ne vous dévoile pas tout de suite le sujet dont on va parler aujourd'hui. Steve, merci de prendre le temps et de me faire l'honneur de prendre le temps de faire ce podcast avec moi. Alors, j'ai dit que tu m'avais aidé dans ma vie, mais tu as aussi aidé Simon et pas mal de gens qui nous entourent. Steve, je te laisse te présenter. Merci encore une fois d'être là. Merci à toi, Thomas. Très succinctement, je m'appelle Steve Lake, je vais avoir 47 ans, là, au cours de cette année. Je suis marié en vie commune depuis à peu près 25 piges, 25 ans. J'ai quatre enfants, 22, 17, 16 ans et mon dernier qui a 12 ans. Et ce que je fais, je vais éviter de dire le mot coach, d'accord? Je vais dire, je fais de l'accompagnement, d'accord? Dans trois directions. Un accompagnement en entreprise où je travaille sur les compétences comportementales. On peut dire consultant concernant les compétences comportementales et relationnelles en entreprise. Je fais ce qu'on appelle vulgairement de la préparation mentale, même si je préfère l'accompagnement à l'optimisation des performances ou de l'efficience en entreprise. Et d'une façon individuelle, j'accompagne les gens qui sont à la conscientisation d'eux-mêmes, c'est-à-dire à la prise de conscience de qui ils sont, ce qui va leur permettre de savoir ce qu'ils veulent, et puis après d'avancer en autonomie dans leur vie personnelle et ou professionnelle. Ok, donc c'est un Voilà, spectre assez large, que ce soit perso, professionnel ou même c'est sportif. ça. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast en entier aujourd'hui parce que, alors déjà, je sais que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous intéressez à tout ce qui est corps humain, développement personnel, etc. Mais là, on va parler d'un sujet que nous, on ne maîtrise pas forcément, dans le sens où on n'a pas vraiment de connaissances là-dessus. Et Steve est quelqu'un qui maîtrise le sujet à la perfection et qui aide les gens de manière assez incroyable. Je vous le garantis pour en avoir fait je vais dire les frais, mais ce n'est pas les frais, mais les bénéfices plutôt, en avoir tiré les L'expérience. bénéfices. Exactement. Du coup, on va essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui tous les mécanismes qui amènent à travailler sur son esprit et sur reprendre le contrôle sur soi-même et qu'est-ce que ça peut améliorer dans la vie. Et déjà, je vais te poser la question, comment t'en es arrivé là? Comment t'as fait pour faire ce boulot aujourd'hui, qui est ton boulot à temps plein, plus que temps plein d'ailleurs, parce que tu bosses énormément. Tu accompagnes énormément de personnes, énormément d'entreprises, etc. Tu as des résultats assez incroyables. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait le cheminement? Toi, c'était quoi ton parcours déjà sportif? Parce qu'on voilà, on va y revenir. Il y a un lien très fort avec ça. Et après, ton parcours professionnel là-dedans. Mon parcours sportif, moi je suis d'une famille de sportifs, hein. Mon père était prof de boxe française, mon frère était un footeux, d'accord. Il a joué à un niveau pro sans signer de contrat fédéral, hein. Donc sans avoir la carte de membre des sportifs professionnels, mais il a fait de 5 ans à 26 ans sportif. Et moi, tout naturellement, j'ai suivi, sauf que comme j'ai des mains à la place des pieds, sport co, football, j'ai pas fait, tu vois. Et je me suis mis à l'âge de 7 ans à la boxe française pendant une dizaine d'années. Et puis après, voilà, j'ai erré, voilà, de club en club. Donc j'ai fait du Shotokan, j'ai fait du Kung Fu, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait de la boxe américaine durant des années. Et en 2000, j'ai rencontré l'homme que je qualifierais être mon maître. Alors maître, c'est pas dans la dimension soumission, c'est dans la dimension maîtrise. C'est le mec le meilleur en termes de pédagogie, de formation et en termes de connaissances globales, martiales. Et c'est le meilleur que j'ai rencontré. Et donc, je suis resté avec lui. Et donc, à l'époque, lui, il était sous l'étiquette Shidokan. Après, il est passé Shindokai, Sambo. D'accord. Et puis, il y a une dizaine d'années, il a créé son style qui s'appelle Karaté Budo Kenkudo, qui est une budo synthèse, hein.
donc où tous les coups sont autorisés, des coups de tête, projection, lutte. C'est un peu ce qu'on qualifierait du MMA, mais sans l'approche sportive, d'accord, mais vraiment dans l'approche martiale. Et aujourd'hui, j'enseigne, j'ai mon club en partenariat avec mon frangin et son fils, on est trois profs, où on enseigne le Budokan Kudo à nos élèves. Voilà mon rapport au sport. Professionnellement, j'ai un parcours super atypique, d'accord. J'ai fait, comme beaucoup de mecs de ma génération, l'université, tu vois, après post-bac, dans les sciences humaines. Donc déjà, il y avait un truc. Hein. J'ai fait histoire et sociologie. En parallèle, je menais une carrière, une humble carrière dans le rap. Je faisais de la musique. Voilà. Et donc, à l'issue de tout ça, j'ai commencé à fonder ma famille et à un moment donné, je me suis posé la question de ce que je voulais faire dans la vie professionnellement parce que quand tu fais un enfant, des enfants, c'est bien beau, une vie de bohème et de musicien. Mais ma femme, elle a commencé à me dire, bon, écoute, il va falloir qu'on trouve une solution. Et en fait, je suis rentré dans une boîte, dans un groupe international et à la force de mon cerveau et de mes mains, j'ai gravi les échelons et j'ai réussi à accéder à des postes à responsabilité. Dans le management, ouais, d'accord, le management. Donc, il y avait déjà un lien avec l'humain parce que ce qui me passionnait plus que les objectifs chiffrés, c'était le relationnel, moi qui m'a toujours passionné. Et à l'issue de ça, j'ai monté un premier cabinet parce que plafond de verre dans les entreprises, hein, j'ai pas de diplôme, je suis autodidacte. Au-delà des bons résultats que j'avais en entreprise, à un moment, tu as des plafonds de verre. Hein. Donc, j'ai décidé de lancer un cabinet conseil en business développement. Donc, on travaillait sur la réorganisation interne des TPE-PME, parce que souvent, les TPE-PME sont dirigés par des anciens opérationnels. Et donc, tu as beau être un très bon opérationnel, c'est pas pour ça que tu as un bon dirigeant. Alors, quand j'entends bon dirigeant, ça veut pas dire que tu es un mec pourri. Hein. Un bon dirigeant, c'est un mec qui a les compétences pour bien diriger sa boîte. Et c'est pas forcément corrélé avec les compétences techniques. Et donc, on a monté ça s'est passé, mais j'ai été heurté souvent à des problèmes de com parce qu'il faut se faire comprendre avec les gens avec qui on travaille. Et c'est là où j'ai commencé à m'interroger sur des outils en communication et puis j'ai dérivé au fur et à mesure vers le développement personnel, ce qu'on appelait à l'époque développement personnel, la PNL et toutes les sciences qui tournent autour de la psychologie humaine. Tout ça dans le but de vraiment de pouvoir collaborer en bonne intelligence, en toute fluidité. Et donc, je me suis formé. Là, j'ai décidé de reprendre mes études à 40 ans, à peu près, 40, 42 ans, et d'aller chercher un diplôme niveau RNCP, c'est niveau Master 2 en coaching professionnel et personnel. Et là, je suis tombé à pieds joints dedans. Je me suis spécialisé en préparation mentale. J'ai passé mon niveau en hypnothérapie, en hypnose ericksonienne. D'accord, j'ai pris des modules en psychothérapie et depuis, je mange tout ce que je peux. Je continue de me former et je suis passionné par ça. Et en fait, j'ai vu une cohérence dans tout ça parce que depuis le début, moi, ce qui me passionne, c'est que ça soit dans les arts martiaux, le rapport que tu peux avoir à l'entraînement avec ton pote d'entraînement, dans la musique, le rapport que tu peux avoir avec les gens qui écoutent ta musique. Tu vois, il y a toujours cette interaction. Dans le management, il y a l'interaction. Dans la relation au chef d'entreprise, il y a l'interaction. Tu vois, l'organisation humaine de l'entreprise, moi, c'est ce qui me passionnait. Finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement un peu les ressources humaines. Même si j'ai un ami qui parle de la gestion humaine des ressources. J'ai bien aimé l'image. Et donc aujourd'hui, j'ai fini par monter un cabinet de conseil, coaching, formation, où j'aborde les trois axes dont je t'ai parlé au tout début de ma presse. Tu vois. Le côté organisationnel. Donc quand je parle des entreprises, ça peut être les associations. En fait, c'est toutes les organisations qui recoupent des êtres humains avec un but commun, un objectif commun. Je travaille avec eux pour optimiser le mode de fonctionnement plus que l'objectif chiffré ou peu importe. C'est d'abord le mode de fonctionnement interpersonnel, tu vois. Et donc, forcément, ça passe par de l'accompagnement individuel, collectif. Tu vois. Et la prépa mentale, c'est mon parcours martial. Il y a l'événement de mon frangin aussi qui m'a pas mal marqué quand il a arrêté le football. Il a vécu ce que tous les sportifs vivent quand ils arrêtent leur passion sportive. En tout cas, leur cheminement vers l'accès au niveau professionnel, c'est ce qu'on appelle la petite mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils s'arrêtent et ils ont ils font pas une dépression à proprement parler, ça dépend, mais ils ont un syndrome dépressif. Ils ont quelque chose, ils se disent, mais j'ai plus de but dans la vie, qu'est-ce que je vais foutre?
Et moi, j'ai été spectateur de ça. Et ça a été le premier truc où je ne savais pas quoi faire pour lui, en fait. Tu vois, c'était un peu violent, tu vois. Tu vois, le mec, il s'entraîne 8 heures par jour. Il joue, il est de la génération Anelka, Henry. Donc, lui, il a joué en national depuis qu'il a 13 piges. Tu vois. Donc, il a connu tous ces mecs-là. Il était extrêmement bon. Les mecs avec qui il jouait, ils disaient, mais si toi, tu ne deviens pas pro, personne ne peut devenir pro. Et bah, le truc, c'est que lui, il n'a jamais signé un contrat fédéral. Et donc là, je me suis interrogé. C'est d'ailleurs le sujet de mon mémoire quand j'ai passé mon diplôme en coaching. C'était la transition fin de carrière, post-carrière chez les sportifs de haut niveau, la gestion de la petite mort. Voilà. Donc il y a tout un tas de phénomènes qu'on ne voit pas, qui sont derrière, où les sportifs ce que j'appelle les sportifs élites, ceux qui sont au devant de la scène, ceux qu'on voit à la télé, leur nom circule. Il faut savoir que quand ils ont leur retraite dite anticipée, ça se passe pas très très bien en fait psychologiquement. Et donc préparation mentale, ça a été aussi ça. Ça a été de dire que on prépare extrêmement bien les sportifs physiquement, mais dans la cafetière, des fois, ça tourne pas toujours très rond. Et c'est pas, enfin, c'est pas que la dimension où tu apprends à focaliser, tu apprends à respirer, tu apprends à gérer ton corps. C'est surtout l'apprentissage de la vision de soi, tu vois, avec une identité unique, l'identité du sportif. Les sportifs se voient souvent que comme des sportifs. Donc, c'est un avantage quand tu es dans le game, hein, quand tu es dans le sport. Mais quand tu en sors, tu te dis, je sais faire que ça. Or, on a des identités multiples. Attention, je ne parle pas de schizophrénie, hein, tu vois, mais on est le fils d'eux, le frère d'eux, le pote d'eux. Donc, ça, tout ça, c'est des identités. Et il faut arriver à un moment donné à se regarder, s'auto-évaluer, se regarder sans trop de jugement, d'accord, et pouvoir transiter. Et c'est là où je me suis dit préparation mentale, c'est intéressant. Comment fonctionne le cerveau? Quelle est l'influence du cerveau sur le corps? Quelle est l'influence du cerveau sur les émotions? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je peux pas raisonner que sur le cerveau. Donc là, je me suis intéressé au système émotionnel, donc tout ce qui est stress, les différents systèmes des hormones, parce qu'il y a un côté physiologique très puissant aussi là-dedans. C'est un tout, hein, c'est un fonctionnement holistique. Et voilà, j'ai mis les deux pieds dans le plat sur la prépa mentale. Donc en fait, aujourd'hui, je mixe un peu tout ça. Je partitionne par souci de communication, de dire, bah voilà, j'ai cette dimension, mais je peux très bien prendre des exercices de prépa mentale avec des chefs d'entreprise, prendre des exercices de prépa avec des groupes, prendre des exercices de psychologie un peu plus traditionnels avec des sportifs. Euh, D'ailleurs, beaucoup de sportifs sont très choqués quand je commence à travailler avec eux parce qu'on ne parle pas de sport, en fait. Qui es-tu pour de vrai? Mais pas qui on t'a dit que tu étais. Qui es-tu? Et donc, qu'est-ce que tu veux? Voilà un peu euh, comment s'articule, enfin comment c'est articulé. Après, on pourra rentrer dans les détails, mais comment c'est articulé un peu mon chemin de vie jusqu'aujourd'hui, tant d'un point de vue sportif, parce que je dissocie pas trop moi les arts martiaux, parce que je fais pas des sports de combat. Le sport que je pratique est au service de ma recherche martiale. Tu vois, les sports, parce que tu peux pas prendre des coups et monter sur un tatami, c'est ça le tatami, si tu n'as pas un minimum de travail physique, tu vois. Mais c'est pas le sport, moi, en soi, c'est way of life, hein, les arts martiaux. Alors, je rebondis Voilà. là-dessus, c'était la question que je voulais te poser. Les amis, vous êtes en train d'écouter là, vous vous rendez compte que Steve, il parle énormément et vous donne beaucoup d'informations. Ouais. Moi, j'adore personnellement. C'est un podcast qui peut être très long, donc je pense qu'on fera plusieurs épisodes peut-être. Je me, je me mouille en avance. Bref, c'est très, très, très intéressant tout ce que tu nous as dit. Je vais rebondir sur un point. Bon, moi, je suis combattant, tu le sais. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de combattants qui écoutent ce podcast-là. Moi, j'ai ça dans l'ADN. Il y a ma maman qui va écouter ce podcast, à mon avis, et elle comprend pas ce que je vais dire là. Mais toi, tu vas essayer de nous l'expliquer un petit peu à ta manière. Comment tu expliques que, alors déjà, qu'est-ce que c'est que les arts martiaux? Ça veut dire quoi, martial? Et ensuite, comment tu expliques que ces arts liés à la bagarre, pour faire ça vulgairement, vraiment l'affrontement, tu vois, un affrontement physique et un affrontement mental aussi, c'est ça qu'on aime. On aime se faire du mal, mais essayer de trouver la faille chez l'adversaire qui est en fait notre faille à nous, etc. Mais c'est le combat. Vraiment, on a ça dans le sang, on aime combattre. Moi, on en a déjà parlé plein de fois, mais l'émotion que je ressens le plus, qui m'amène vraiment à me transcender, c'est peut-être la colère. Et la colère, je vais la ressentir dans une envie
de bagarre. Alors, je ne suis pas forcément un mec j'aime pas me battre à proprement parler, mais ça peut s'exprimer sous la bagarre. Je dis la bagarre pour être assez vulgaire, on va dire. Mais J'aime bien le voilà, terme. je pense que tu me comprends. Ceux qui ne se sont jamais vraiment battus ou qui n'ont jamais vraiment fait de combat ne peuvent pas sentir ça, mais on a une espèce de sensation qui monte et qui a un espèce d'instinct primaire, je le définirais comme ça, qui te transcende et qui te met dans un état peut-être de flow ou pas, mais qui est là pour se battre, se débattre, survivre, j'en sais rien. Bref, comment tu allies ça à la communication? Tu nous as parlé de communication, sachant que l'affrontement martial, pour la plupart des gens, dans leur esprit, c'est très loin de la communication. On va te dire, ouais, non, on ne règle pas les problèmes en se mettant sur la gueule, on règle les problèmes en se parlant, etc. Comment toi, tu fais pour, sachant que tu as ces deux casquettes de combattants qui aiment le combat, pas forcément la violence, hein, parce que les gens font vite l'amalgame, mais qui aiment le combat, qui aiment combattre quelque chose, toi, ton adversaire, etc., apprendre des techniques, etc., être un meilleur guerrier, pour mettre ça entre guillemets. Comment tu allies ça à la communication qui, en entreprise, évidemment, est surtout verbale et qui n'est absolument pas physique, enfin, si possible. Je pense qu'il vaut mieux éviter dans une entreprise d'en arriver là. Ouais, parce que ça marche pas. Exactement. Comment t'expliquerais, en fait, ma question, elle est compliquée, hein, parce que c'est difficile d'organiser ce mode de pensée pour essayer de l'expliquer aux gens qui ne comprennent pas forcément. Je repense à ma mère. Ma mère, elle ne comprend pas qu'on puisse aimer monter sur le tatami et se faire étrangler, se foutre sur la gueule, etc. Et aimer ça. Tu vois, tu ressors avec un cocard, tu te dis, putain, il était bien ce combat. Tu vois, j'ai une marque, je suis à moitié content de m'être foutu sur la gueule, tu vois ce que je veux dire? Et ma mère, elle va avoir du mal à comprendre ça dans le sens où pour elle, c'est pas normal de se faire mal au corps et il n'y a pas de raison d'affronter quelqu'un. Pour nous, c'est pas du tout dans le sens où ouais, je fais un combat avec un mec, je le déteste, je veux le tuer, tu vois, c'est pas du tout le but. Nous, c'est vraiment sportif, mais c'est surtout, comme tu l'as dit, un peu du way of life. C'est un petit peu un leitmotiv pour nous, c'est ce qui nous anime. Et je pense que nous, on aurait été un petit peu dans notre élément à l'époque où la bagarre faisait encore foi Ouais. pour. Tu vois ce que Mais je veux dire? faut pas trop le dire, on va être Faut traité pas de trop le réac, dire. tu vois. Exactement. Faut pas trop le dire. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques un petit peu cette ambivalence, tu vois? En fait, il y a deux choses. Déjà, tu as abordé le truc, tu parlais de la colère. Il faut juste une petite digression de 30 secondes. On a une classification et un jugement sur le système de système émotionnel. Je parle des émotions de base, je parle pas des sensations, hein, parce que ça, c'est un autre sujet. En fonction des courants, il y a 4 émotions, hein, colère, peur, tristesse, joie, et un autre courant qui rajoute dégoût, surprise. D'accord? On va parler des émotions d'une façon générale. En fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions qui nous procurent une sensation agréable, la joie, d'accord? Parfois la surprise, et des émotions qui nous procurent des sensations désagréables. Ok? L'émotion, on peut la juger non pas en tant que telle, mais en rapport, d'accord, au comportement qu'on va leur associer. Tu vois, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'être en colère. Par contre, si en colère, à chaque fois que tu es en colère, tu mets un coup de tête à ton épouse, à tes gosses ou à ton voisin de palier, là, le comportement, lui, il est condamnable. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si à chaque fois que tu es en colère, bah, tu vas faire un trail, tu prends ton vélo, tu fais 40 bornes, ça fait de mal à personne. Donc, on ne peut pas dire que l'émotion est bonne ou mauvaise. Ça, c'est déjà un point qui est important parce que c'est en relation directe avec, c'est une source d'énergie, l'émotion. D'accord? Concernant la voie martiale, il faut juste faire un petit retour historique. Les arts martiaux, l'art de la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre si ce n'est de la confrontation? C'est-à-dire qu'on a rompu toute communication, on se prépare à communiquer d'une façon différente, qui est la confrontation. D'accord? Cet art a pour euh, objectif la préparation. C'est pas la guerre en soi. Je vois que tu pèses tes mots là. Ouais, toujours, parce que enfin, c'est ce qui est difficile dans cet exercice parce que il y a toujours un questionnement sur le mot et la réception du mot. Tu vois, donc je suis responsable de ce que je dis, mais le récepteur,
peut-être que le mot a un autre poids. Donc, j'essaie toujours d'être parcimonieux dans l'utilisation des mots. Écoutez bien ce que Steve vient de dire là. Il a dit un truc très intéressant. On est responsable de ce qu'on dit, mais vous êtes responsable de comment vous l'interprétez. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est juste Absolument. incroyable. Toi, tu n'es pas de la génération Absolument. réseaux sociaux, tu ne les utilises pas trop. Là, il y a un problème de communication assez C'est un incroyable. choix, hein. Ouais, Oui, c'est bien un choix sûr, parce que bien sûr. je suis un geek patenté, mais j'ai pas encore trouvé l'axe dans lequel je vais pouvoir m'exprimer sur les réseaux. Et, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, En fait, le véritable objectif des arts martiaux, c'est pas la confrontation, c'est d'être prêt à l'instant T. Moi, c'est cet axe-là, c'est cet angle-là que j'utilise pour, on disait, voie martiale, way of life. D'ailleurs, Budo Kenkudo, c'est pas emprunter la voie martiale, c'est la recherche de la voie martiale. Donc, c'est l'intention qui précède l'action. Budo Kenkudo, je suis à la recherche de la voie martiale. Si je dis que je l'emprunte, déjà, je considère que je suis engagé dedans. Or, c'est un peu plus complexe que ça parce que tu arrives à un moment où, quand tu es dans l'alignement, et c'est ça qui est paradoxal, meilleur artiste martial tu es, moins tu vas dégager quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation. Par contre, tu es toujours prêt parce qu'il y a de l'injustice. Donc, tu t'es pas préparé, tu es dans la rue, tu vois, tu vois une agression. L'idée, c'est pas de faire le super-héros, de mettre des coups de tête à tout le monde. Par contre, Là, t'es en train de me chauffer, t'es, là. t'es, Arrête, arrête. voilà, tu as un niveau de conscience qui fait que tu peux intervenir et les gens vont le sentir. D'accord? Donc, c'est être prêt à l'instant T, mais pas que prêt à la bagarre, à la confrontation physique. C'est que tu es prêt à l'instant T pour t'engager vers l'atteinte de ton objectif. Et donc, en fait, c'est un paradigme. C'est une façon de penser, les arts martiaux. C'est pas qu'une façon de se bagarrer. Façon de se bagarrer, tu sais, tu vas dans un club de sport de combat traditionnel, tu fais de la self-défense, tu apprends à te bagarrer. Hein. Et dans le meilleur des cas, tu mets un coup de voiture à quelqu'un et voilà, tu es dans la confrontation, tu es dans la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans la violence. D'accord? La violence commence là où s'arrête la maîtrise. C'est La très bien violence dit, ça. commence là où s'arrête la maîtrise. C'est pas de moi, hein, c'est mon prof de karaté Ah qui merde. disait ça. Ouais, je rends à César. Donc, si tu veux, l'idée, c'est d'extraire le substrat de la recherche de la voie martiale pour se dire, mais comment, Marie, avec qui je travaille tous les jours, qui a pas d'attache ou qui n'a pas de motivation pour aller dans un club d'arts martiaux, comment elle va pouvoir bénéficier des facteurs qui constituent ce paradigme. Voilà. Et moi, c'est là où ça m'inspire tous les jours. C'est la préparation à l'instant T. Préparation qui nécessite quoi? Conscientisation. Je sais qui je suis. C'est pas je sais qui on m'a dit que j'étais. Je sais qui je suis. Ça veut dire que je sais quels sont mes axes d'amélioration. Je sais quels sont mes points forts et comment je vais combiner tout ça pour être prêt à l'instant T. Et peu importe, pour être prêt à l'instant T dans la réalisation de ma poterie, pour être prêt à l'instant T dans la réparation de mon véhicule, pour être prêt à l'instant T dans la présentation que j'ai à faire devant un comité de direction. Tu vois? Et c'est cette transposition du paradigme de la voie martiale qui est intéressant. Après, monter sur le ring, c'est un jeu. Hein. Je veux dire, on est toujours en train de se challenger, que ce soit dans le e-gaming, je sais pas moi, entre potes, dans n'importe. Et c'est se challenger par rapport à soi. Et c'est ce qu'il c'est là-dessus où parfois les gens ont un petit peu de mal à saisir quel intérêt on peut avoir à monter sur un ring. Tu vas confronter ton savoir, tu vas confronter euh, euh, ton apprentissage, pas contre l'autre, contre toi. Ton premier adversaire quand tu montes sur un ring, sur un tatami, c'est toi-même. Mais c'est pas toi dans ta préparation physique, ta capacité à soulever des poids, à faire le grand écart. Non, c'est ta capacité à gérer tes émotions, ta capacité à appréhender l'autre dans la confrontation. La preuve, c'est qu'il y a des règles. Tu vois, il y a tout un tas de règles. Si tu prends et donc les enjeux sont pas les mêmes que si tu te fais agresser dans la rue. Tu vois, je veux dire, si tu prends trop de coups, tu as un arbitre qui vient, qui dit stop, arrêtez. Donc, il y a des règles. C'est-à-dire on est dans la confrontation parce que le fait de se faire vilipender physiquement crée des réactions chimiques, physiologiques, crée des réactions émotionnelles, crée des réactions psychologiques. Et c'est apprendre à conscientiser ces moments-là dans la confrontation avec toi-même. C'est là l'intérêt d'aller se tester sur un ring, sur un tatami. Parce que ce n'est pas une situation réelle. Tu te fais agresser dans la rue, il n'y a pas d'arbitre. Hein. Tu vois. Je rebondis là-dessus. Tu viens d'où, toi, à la base? C'est-à-dire,
Je viens d'Île-de-France, mais j'habite à Rouen. Ouais, Ouais, non, mais j'habite à Rouen aujourd'hui. ça, je sais maintenant que tu habites à Rouen, mais tu viens d'Île-de-France. Ok. Ouais, je viens Qu'est- d'Île-de-France. Je suis né en 92. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer le sport de combat, en fait? Ah, là, tu rentres dans mon intimité. À la base, je suis un petit garçon, je suis un contemplatif. Je suis un petit garçon qu'on jugerait, j'étais un petit garçon qu'on jugerait aujourd'hui d'hypersensible, même si on reviendra dessus. J'aime pas cette catégorisation parce que dans hypersensible, il y a hyper et c'est hyper par rapport à un point de départ. D'accord? Et je questionnerais plus la norme, ce qu'on appelle l'environnement, qui juge que quelqu'un qui a une sensibilité aiguë, d'accord, est hyper. Un mec de 2 mètres, on ne dit pas que c'est un hyper-humain. C'est juste un mec qui a une spécificité physique qui fait 2 mètres. Tu vois? Et la sensibilité, c'est la même chose. Et si tu veux, j'ai grandi dans un environnement, un quartier populaire, ce qu'on appelle une banlieue, dans laquelle l'hypersensibilité, ou en tout cas, moi, je voyais un oiseau mort à 3 ans, je fondais en larmes. Tu vois? Donc, il y a ça d'un côté. Père alors, mon père vient des Antilles anglophones. Il vient de Saint-Martin. D'accord. Donc, c'est un homme de sa génération où comment dire, la définition de la masculinité, on te forme plus comme un mâle que comme un homme. Tu vois. Et c'est pas quelque chose qui est volontaire chez lui. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a été élevé comme ça parce qu'il faut savoir que dans notre construction, il y a une partie qui nous est spécifique et l'autre partie, c'est notre héritage éducationnel, environnemental, contextuel, culturel, voire cultuel. Il y a tout un tas de facteurs qui sont constitutifs de ce que nous sommes. Et très rapidement, évidemment, j'étais petite taille. D'ailleurs, j'étais petite très longtemps. Pour info, je faisais 1m30 quand je suis arrivé en sixième, 1m50 quand je suis arrivé en seconde. Voilà. Mon développement physique s'est fait un petit peu en retard. Alors, si tu combines le fait que j'ai une sensibilité, c'est-à-dire que moi, je m'extasie devant un arbre, tu vois, et je vois un champ et je dis, oh, c'est chambé, regarde, il y a une pomme au bout d'un arbre, tu te rends compte, ça a été une graine, et je fais tout le processus dans ma tête, tu vois. J'ai une perception des gens. Moi, je voyais un clodo à 5-6 ans, et je me disais, mais le pauvre, oh, mais comment il fait? Viens chez moi, quoi. Sauf que ça, dans un quartier populaire, avec les différentes catégories sociales que tu peux rencontrer, différents types de caractères, le fait qu'on vive ensemble, tu vois, on vit un peu en vase clos, euh, j'ai pas commencé à subir, pour ainsi dire, mais un petit peu. Donc, mon père, naturellement, m'a dit, bah, écoute, t'es nul au foot, tu vas faire de la boxe. Donc, j'ai commencé par les sports de combat, mais moi, je suis pas un combattant. Moi, je considère que si on doit se battre, c'est parce que tu m'as fait quelque chose. Donc, je vais pas te taper dessus. Et c'est comme ça que j'ai dérivé vers les arts martiaux, parce que j'ai aussi une culture martiale. J'ai un oncle qui est cinquième dan d'aïkido, un autre qui est deuxième dan taijitsu. Donc, j'ai une vraie culture martiale chez moi. Moi, ça me faisait kiffer de voir des films de kung-fu, des Jackie Chan, où tu vois le nul, il rencontre le maître, il court après, le maître le forme, et ça devient le plus fort. Tu vois. Et j'ai le syndrome du super-héros. J'aimerais bien éradiquer la faim dans le monde, l'injustice dans le monde. Je déteste voir quelqu'un qui se fait taper dessus alors qu'il n'a rien fait. Tu vois. Et donc, c'est ça qui m'a conduit à emprunter la voie martiale. Et j'ai toujours rêvé de devenir un maître. Bon, quand j'ai vu les sacrifices qu'il fallait pour devenir un maître, je me suis dit, bon, un simple prof, déjà, en toute humilité, ça suffira. Donc, c'est ça le point de départ. Le vrai point de départ, c'est finalement l'environnement. Enfin, je suis le produit d'un environnement, tu vois, associé à ma spécificité qui est ma sensibilité particulièrement aiguë. Alors, c'est très intéressant. Je me doutais, tu vois, un petit peu de tout ça. Donc, nous, on vient à peu près du même milieu. Moi, je viens de la banlieue parisienne aussi. Moi, j'ai commencé parce que mon père en faisait, tu vois. Le judo, j'ai commencé très petit parce que mon père en faisait. Et au Mhm. final, c'était pas dans un but, tu vois, de me défendre ou autre, même si forcément, ça m'a servi. C'est sûr, on va pas se mentir. Euh, et en fait, est-ce que toi, tu penses que quand on fait un art martial, un sport de combat, qu'on commence à bien maîtriser, on a je vais dire dans la rue, c'est assez facile à dire, mais dans la vie de tous les jours, par exemple, tu es dans le métro, il y a une embrouille, un truc comme ça, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu dégages une espèce d'aura qui fait qu'en fait, les gens ne viennent pas t'embrouiller, ou du moins, tu es moins facilement victime de, je sais pas, par exemple, de raquettes ou d'agressions, etc., que des gens qui potentiellement ont le même physique que toi, tu vois, mais qui n'ont pas ton expérience du combat.
mais qui pour autant, toi, tu n'as rien fait, hein, tu n'as rien montré, tu n'es pas avec un t-shirt club de judo, machin, etc., MMA lover, roi de la castagne, etc. Parce que tu as toujours des mecs comme ça, ils mettent des fringues super boxeurs, etc. Près du corps, ouais. Ouais, ça me fait toujours rire. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu dégages une aura naturelle dans le sens où on ne vient pas t'embrouiller pour rien? Et généralement, s'il y a un affrontement qui arrive, parce que ça, on va pas se mentir, ça nous est tout ça. Enfin, moi, ça m'est arrivé, ça t'est arrivé. Voilà. Il y a pas de, faut pas mentir, c'est pas bien, mais enfin, c'est pas bien, c'est un jugement. On sait pourquoi on le fait quand on le fait. Bref. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une espèce d'aura qu'en fait, tu es synchronisé un petit peu corps-esprit où toi, tu es sûr de tes forces et les gens le sentent un petit peu. Et du coup, on vient pas t'emmerder, quoi. Dans les arts martiaux, on appelle ça le kimé. Et en France, on parlerait de charisme. Le charisme, c'est pas la capacité à écraser tout le monde et t'arrives, tu bombes le torse en disant regardez, c'est moi que là, je maîtrise. Pas du tout. Le charisme, c'est tu rentres dans une pièce, t'interpelles. D'accord? T'es un peu clivant. Alors, il y a un phénomène dans la construction. Plus tu t'estimes, plus ça se voit. Plus tu te fais confiance, plus ça se voit. Attention, la limite de l'estime, c'est l'ego. Tu vois? Il y a une différence entre je suis beau et je suis le plus beau. D'accord? La confiance en soi, la limite, c'est l'orgueil. Il y a une différence entre je sais faire et je suis meilleur que toi dans ce que je sais faire. L'idée, c'est pas ça. D'accord? Et effectivement, je suis d'accord avec toi, plus tu es dans la maîtrise, en fait, plus tu es conscient à la fois de ce que tu peux faire, mais de ce que tu peux rencontrer. Donc, c'est toujours cette espèce d'équilibre entre est-ce que potentiellement l'agression que je vais vivre vaut le coup que je développe ce que j'ai appris. Tu vois? Et ça, comme tu es en général dans cette posture, ça se sent. Tu vois, ça se sent. Il y a des gens qui vivent des expériences, ils rentrent dans un métro, les gens s'écartent d'eux. Hein, tu vois. Personnellement, je rentre, j'ai fréquenté plein de quartiers avec la musique et avec le sport, des quartiers wicked, des quartiers qui sont super durs. J'ai jamais d'histoire. Parce que je suis à la fois dans l'équilibre où on se dit, bah, lui, je vois pas de raison de venir l'agresser, il dégage pas quelque chose qui me heurte. Et à la fois, si je vais l'agresser, je sais pas à quoi je vais être confronté. Donc, en fait, c'est une question de posture. L'avantage des arts martiaux, c'est que ça t'aide à travailler ta posture. Suffisamment de confiance en soi, d'accord, pour marcher et de ne pas être effrayé, parce que la peur, c'est communicatif. Les émotions, c'est communicatif. On a tous regardé des vidéos de fou rire, on ne sait pas pourquoi on rit. D'accord? Mais on voit rire quelqu'un, il vit une émotion, ça nous fait rire. Tu vois? Il y a des films, les films dramatiques, on pleure. Pourtant, on est dans notre salon. Tu vois ce que je veux dire? On est au cinéma. Donc, donc la peur, c'est pareil. Toutes les émotions, elles sont communicatives. Si tu as peur, ça se voit, ça se sent. D'accord? Je dis pas qu'il faut pas avoir peur parce que moi, je suis quelqu'un de très peureux. Après, le comportement que j'associe à ma peur fait que bah, on me rentre pas dedans. Et plus tu travailles, tu vois mon prof de karaté, jamais tu l'agresses. Pas parce que c'est musclore, hein, parce que dans sa démarche, il y a quelque chose qui est à peine perceptible par les gens qui sont pas forcément conscients de ça, ou t'as pas envie de lui rentrer dedans. Et en même temps, tu te sens pas forcément agressé. Donc en fait, il y a cet équilibre. Effectivement, plus tu pratiques, plus il y a une espèce de sérénité parce que tu as assez confiance en toi et que tu dégages pas un danger. Tu travailles ton charisme, tu vois. Ça, je travaille ça avec des chefs d'entreprise sur leur posture, tu vois. Tu as des chefs d'entreprise qui sont très écrasants, qui arrivent quand ils rentrent dans la porte, tout le monde est là, tu vois. T'en as d'autres, c'est l'inverse. Ils ont des cerveaux super bien faits, les mecs, ils réfléchissent vite. Par contre, ils n'ont aucun charisme. Et en fait, ça, ce sont des attitudes. Et des attitudes qui découlent d'une vie intérieure. Est-ce que tu penses que les arts martiaux, en fait, le cheminement d'apprentissage dans les arts martiaux passe absolument obligatoirement par la défaite et par l'échec, qui est un processus d'apprentissage qui est pour moi très important dans les arts martiaux, qui t'apprend à être plutôt humble, qui t'apprend l'humilité, le respect de ceux qui connaissent plus que toi et qui t'apportent des connaissances et qui t'apportent bah, voilà, tout ce que tu es en train d'engranger. Et le fait de justement t'apprendre à perdre, te créer un chemin de vie un petit peu particulier qui t'amène en fait à cette humilité qui ressort de toi et du coup ta posture est plus adaptée en fonction des situations dans lesquelles tu te trouves. Est-ce que tu penses que c'est pas ça le gros point qui ressort en fait de l'apprentissage des arts martiaux? Alors, on va revenir juste sur une définition. Moi, j'ai pas la définition traditionnelle de échec-réussite. D'accord?
Je ne suis pas comme certains que tu peux rencontrer sur le net qui te disent l'échec n'existe pas, il n'y a que de la réussite, foncez, etc. Ça, je suis désolé, ça va heurter certains, c'est bullshit, hein, c'est des conneries. Parce que si la réussite existe, c'est parce qu'il y a l'échec. Moi, je suis plutôt de dire, je pars du principe où on vit des expériences successives, où on y arrive ou on n'y arrive pas. C'est à l'entraînement où justement, l'entraînement, y compris dans la compétition, c'est un entraînement. Il ne faut pas oublier que, en tout cas, concernant les arts martiaux, les sports de combat, le combat, c'est la confrontation physique entre deux entités, deux individus. L'issue ultime chez les samouraïs, c'est la mort. Donc, on n'en est pas là, nous. Okay, le fait de ne pas y arriver, en fait, c'est normal. Je veux dire, je connais personne sur cette terre, personne, hein, qui un jour, avec sa couche, s'est levé et s'est mis à faire un footing. D'accord? Et regarde, les enfants, ils n'ont pas du tout ce rapport-là au fait de ne pas y arriver. Tu vois, ils se lèvent, ils font un pas, ils tombent sur le cul, tout le monde dit ouais, génial. Et tu as vu, le rapport qu'ont les individus eux-mêmes est conditionné par leur environnement. Si le gamin, il marche pas et qu'à chaque fois, il se fait hurler dessus en disant t'es nul, c'est nul, t'arrives pas, alors qu'il a 1 an, hein, forcément, il va avoir un rapport au fait de ne pas y arriver qui va être destructeur. La voie martiale, au contraire, c'est bien de ne pas y arriver parce que la répétition fixe la notion. La répétition fixe la notion. Ça veut pas dire que tu l'as pas. Elle la fixe. Et dans le processus d'apprentissage, il y a un moment où tu sais que tu sais le faire, puis il y a un moment où tu arrives, ou en tout cas tu flirtes avec un niveau de maîtrise de certains facteurs, où tu n'as même plus conscience que tu sais le faire. Je connais personne d'adulte qui se lève en disant « Ah ben c'est cool, je fais un pas, un autre pas. » Non, tu te lèves de ta chaise, tu fais ce que tu as à faire, tu marches toute la journée, tu marches. Alors que tu as débuté enfant où tu rampais. Donc en fait, c'est un processus d'apprentissage qui est normal. Et la voie martiale, c'est exactement le même processus. Donc, au contraire, moi, mes élèves, quand je vois ils s'énervent, ils n'y arrivent pas, je dis, mais c'est le moment de ne pas y arriver, en fait. C'est bien, vas-y, plante-toi, parce que c'est là où tu vas conscientiser, tu vas découper, tu vas mémoriser la bonne pratique. Tu n'as pas pivoté sur ton pied, tu n'as pas tourné ton poids, tu n'as pas engagé l'épaule, tu n'as pas engagé le bassin. C'est bien. Attends, tu as compris? Vas-y, fais-le. Fais-le en conscience. Et c'est là où les grands champions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'y pensent tellement plus qu'ils peuvent réfléchir à une stratégie pendant un match. Parce que tout leur corps, il est préparé, ils sont plus en train de se dire, alors, pour donner un bon coup de poing efficace, il faut que j'engage le bassin, ensuite c'est l'épaule, je détends le bras en ligne, je lève pas le coude. Non, tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, oui, l'échec fait partie de l'apprentissage, et même, je dirais qu'elle est bonne pour l'apprentissage, à condition qu'on considère que l'échec, c'est ne pas arriver, c'est pas être nul. C'est très important le rapport qu'on a à ce mot-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans une culture où on essaie par des injonctions, de dire que l'échec, c'est pas bien. On juge l'échec en disant c'est pas bien, mais c'est nécessaire pour pouvoir accéder à la réussite. Donc finalement, c'est bien, et on définit pas ce que c'est l'échec. Non, c'est normal de pas arriver quand tu débutes quelque chose. Et il y a un facteur temps qui est essentiel, la relation au temps. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, ce podcast, il s'adresse pas mal aussi aux entrepreneurs du web parce que, comme tu sais, nous, voilà, on a un business qui est lié à Internet. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens il y a de moins en moins de personnes qui osent lancer des choses, donc d'entreprendre, que ce soit en ligne ou dans la réalité. Hein. Parce que, justement, si tu entreprends quelque chose, que ce soit sportif ou professionnel, c'est sûr qu'il y aura un échec à un moment. Tu vois, si on prend le travail qu'on a fait avec Simon, au début, ça ne fonctionnait pas. Après, ça a bien fonctionné. Après, ça a moins bien fonctionné. Maintenant, ça fonctionne très bien, tant mieux. Mais si on n'avait pas eu toute cette expérience de l'échec, des choses qui n'ont pas fonctionné, eh ben, on n'aurait pas pu trouver des choses qui fonctionnent. Et il y a pas mal de personnes qui nous envoient des messages, qui nous demandent ouais, comment vous avez fait pour lancer Training Therapy, est-ce que vous pouvez m'aider pour lancer le truc, etc. Ouais, nous, on veut bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le truc, c'est que c'est plutôt l'expérience qui va t'apporter, toi, les connaissances pour améliorer ce qui a échoué dans ton processus d'apprentissage. Et c'est ça qui va te rendre meilleur et plus à même de maîtriser ce que tu recherches à maîtriser. Mais dans le sport, c'est la même chose. C'est pour ça que le parallèle entre le sport et la vraie vie, il est assez simple. Enfin, la vraie vie, la vie professionnelle, il est assez simple, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Après, c'est une question qui est légitime. Il faut être sûr que ce que tu entreprends, c'est ce que tu veux. Exactement. Parce que c'est ce que tu veux qui va te permettre de nourrir tes facteurs de motivation intrinsèques. Alors, petite parenthèse,
Il y a les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. La motivation extrinsèque, c'est je fais ça pour faire plaisir à papa. J'aimerais bien qu'on me dise que c'était génial. La motivation intrinsèque, c'est tout ce qui est lié à la sensation intérieure, au plaisir que je vais avoir quand je vais atteindre mon objectif. C'est-à-dire que je le fais pour moi. Pour moi, pas dans le but de l'égoïsme. Hein. Pour moi, parce que je m'intègre dans les personnes à satisfaire. Donc après, tu peux avoir les deux, c'est pas le problème. Il faut être sûr que c'est ce que tu veux. Et comme je l'ai dit en introduction, pour être sûr de savoir que c'est ce que tu veux, il faut se connaître un minimum. Parce que si tu ne te connais pas et tu es ce qu'on t'a dit que tu étais, forcément, tu vas avoir l'impression de faire ce que tu veux, mais en fait, tu fais ce que veut celui qui t'a dit que tu étais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que le point de départ, tout le temps, dans la conscientisation, dans la prépa mentale, dans la comparaison, c'est qui es-tu? Pas qui on t'a dit que tu étais. Tu vois? Attention, qui on t'a dit que tu étais, des fois, il peut y avoir des points de convergence avec qui tu es. Mais pas toujours. Tu vois, dans les familles, il y a toujours la distribution des cartes. Tu as l'intellectuel, le sportif, la grande gueule, l'introverti, l'extraverti. Et on te conditionne parce que c'est le jugement des personnes qui sont dans ton cercle éducationnel. Et attention, au cercle éducationnel, il y a la famille au sens proche, la famille au sens large, il y a l'environnement scolaire, il y a les amis en bas de la tour, en bas de la cité pavillonnaire, de la campagne, peu importe, tu vois, l'environnement social qui interagit directement et qui te conditionne. D'accord? Attention, ce pas des phénomènes conscients, hein, c'est des interactions sociales. Tu vois? On se croise un jour dans un environnement. Moi, tu sais pas que j'ai perdu, je sais pas, ma femme la veille. J'arrive, je suis comme ça. Tu vas dire, putain, il a une tête de con, le mec. Et dans ta tête, la première fois où tu m'as vu, tu t'es dit, bah lui, potentiellement, il a l'air renfrogné. Et boum, tu inscris. Donc, tu vas conditionner après ta relation à moi parce que tu t'es dit que j'étais renfrogné. Et donc, ta posture dans l'interaction avec moi, elle va être renfrognée. Et peut-être que tu réussiras après à me faire intégrer que j'ai un petit peu un caractère d'homme renfrogné. Tu vois l'interaction? Donc, c'est super important. Pour les entrepreneurs, il faut être certain que la voie qu'on emprunte, c'est la voie qui est en cohérence avec nous-mêmes. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir pour de la réorientation professionnelle. Plein. Ouais, écoute, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Hein. Et attention, c'est des gens qui occupent pas des postes qui pourraient juger être pas terribles. C'est des gens qui ont des postes à responsabilité, qui ont une vie sociale super épanouie. Ils ont une trentaine d'années, ils tournent à 100 à l'année, tu vois. Ils sont déjà propriétaires, ils ont tout. Hein. Ils ont un gosse. Et je comprends pas. Il y a un truc. J'ai l'impression que c'est pas moi. Ça me ressemble pas. Tu vois. Et souvent, le choc de la conscience de soi, il est un peu violent. C'est rapport à ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques. Qu'est-ce qui est important fondamentalement pour moi et que si je ne l'ai pas, eh ben, je serai pas bien. Donc, c'est super important quand tu t'engages dans une voie entrepreneuriale d'être sûr que la voie dans laquelle tu t'engages, elle est vraiment en raccord avec qui tu es. C'est hyper important. Alors, ce podcast, il va sortir en mars ou avril. Donc là, on est en janvier quand on le tourne. Vous aurez entendu les premiers podcasts quand vous écouterez celui-là. Je n'ai pas arrêté de le répéter pour ceux qui veulent se lancer dans une entreprise qui est peut-être différente de la norme que la société actuelle veut nous fixer. Évidemment, je m'adresse beaucoup aux kinés dans ces podcasts. Nous, on fait un travail qui est un petit peu différent actuellement. En fait, ce qui est important, c'est de vraiment vous demander ce qui vous anime, quelle est la flamme à l'intérieur de vous et pourquoi vous voulez faire telle chose. C'est pas, le but, c'est pas de faire la même chose que quelqu'un d'autre parce que vous trouvez la personne stylée ou que vous avez l'impression que son mode de vie est plutôt cool parce que il a une bonne rémunération, parce qu'il a l'air de vivre chez lui et que tout a l'air plus facile. Non, c'est vous, qu'est-ce qui vous nourrit? En fait, qu'est-ce que vous seriez capable de faire pour 0 € et que ça vous épanouisse totalement. C'est ça qui est important. Alors, même si l'argent, évidemment, aujourd'hui, c'est une grosse partie de la liberté, on va pas se mentir, il faut trouver vraiment ce qui vous anime. Nous, personnellement, on l'a trouvé et c'est très important d'être en cohérence avec ça. Je reviens un petit peu sur pas sur les émotions, mais sur la façon dont les gens jugent les autres en fonction de ce qui s'est passé et que tout n'est qu'une question de contexte. Je remets justement les choses dans leur contexte. Je vais parler de moi et du travail qu'on a fait ensemble sur moi. Tout à l'heure, tu parlais que les gens qui faisaient des arts martiaux, qui avaient une certaine confiance en eux naturelle, non forcée, tu vois, pas de l'ego, mais une espèce de confiance en eux, étaient clivants quand ils arrivaient dans une salle.
Moi, je te prends mon exemple, je te l'ai déjà dit, on a travaillé là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui ne sourit pas beaucoup. Je suis quelqu'un qui, j'adore rigoler. L'humour, c'est une de mes valeurs premières. J'adore rigoler avec mes potes ou même avec des gens que je ne connais pas. Quand c'est drôle et qu'on peut communiquer via le rire, c'est quelque chose que j'adore. Mais de base, je ne suis pas quelqu'un qui sourit parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a été appris. Ça n'a pas été dans mon environnement social. Euh, Tu vois, quand tu es en banlieue, on va pas se mentir, tu souris pas aux gens dans la rue en banlieue parisienne. C'est comme ça, c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. Moi, maintenant, je suis à la campagne, c'est plus logique de sourire aux gens quand tu les croises ici qu'à Paris. À Paris, les gens ont l'impression que tu te fous de leur gueule. Du coup, c'est peut-être le contexte de mon enfance qui fait ça. Mais on peut me dire un petit peu austère quand je rentre dans une pièce, et c'est sûr que je suis clivant, dans le sens où je sais qu'on va me remarquer, pas par mon physique ou autre, mais on va me remarquer parce que je suis différent des autres. Mais de toute façon, on est tous différents. Je suis un peu différent de la norme. J'ai fait un épisode qui sera sorti qui s'appelle Vous êtes un zèbre. On en a parlé longtemps avec Steve. Pour revenir dans le contexte, si vous l'avez écouté, je raconte dedans qu'on a dit quand j'étais petit que j'étais surdoué. Maintenant, on appelle ça haut potentiel. C'est des termes que j'aime pas. On en a parlé longtemps ensemble. Mettre les gens dans des cases, ça sert pas forcément à grand-chose. Peut-être que je réfléchis différemment de la norme. Mais la norme, c'est quoi en réalité? Il n'y a pas de norme. Bref, on me dit que je suis un zèbre parmi un troupeau de cheval. Là n'est pas la question. Du coup, je suis assez clivant parce que je ne souris pas, mais ça peut se travailler en réalité. Est-ce que tu conseilles aux gens de le travailler ou alors de rester les personnes qu'ils sont? Par exemple, moi, de ne pas forcément sourire volontairement de manière un peu fausse si j'en ressens pas l'envie, le besoin. Qu'est-ce que tu me dirais, moi, par exemple, à moi? Alors, je te dirais oui et non. Tu vois, euh, en fait, c'est normal d'être clivant. Mais Je veux alors, dire, on tout le monde, travaille pas. ouais, mais tout le monde n'est pas clivant. Tu as des gens, ils rentrent dans une pièce, tu les remarques même pas, en fait. Oui, alors, c'est complexe parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Il y a toi, ton rapport à ton contexte. D'accord? On choisit nos amis, on ne les impose pas. Tu vois? Donc, t'as des points de convergence avec tes amis. Ça ne veut pas dire que c'est des clones de toi. Tu vois? Mais tu as des points de convergence. En fait, plus tu te connais, je vais te donner une métaphore. Tu vois un puzzle, tu as plein de pièces. On va considérer que toi, tu es la pièce en bas à gauche. Donc forcément, tu as les pièces qui vont se coller directement à toi. Tu vois, c'est celles qui sont le plus proches. Ensuite, tu as les pièces qui sont collées aux pièces qui sont collées à toi. Donc, c'est des cercles sociaux. Et à l'inverse, tu as la pièce qui est en haut à droite. C'est une pièce qui a pas un lien direct avec toi. Et c'est là où il y a le clivage. Tu vois? Mais c'est pas un clivage lié à un jugement. Je le fréquente pas parce qu'il est mieux ou parce qu'il est moins bien. Non, c'est juste parce qu'on a un système de valeurs qui est différent. C'est-à-dire que les choses qui sont importantes pour moi, c'est pas les choses qui sont importantes pour lui. Et donc il y a les valeurs jumelles, il y a des valeurs qui sont complémentaires et il y a des valeurs qui sont opposées. Tu vois? Après, le problème, c'est que nous, dans l'appréciation de nos relations interpersonnelles, et c'est ça le point heurtant dans les relations interpersonnelles, c'est qu'on est dans le jugement. On considère que potentiellement, ce qui est différent, c'est mieux ou moins bien. Alors que dans le fonctionnement global de notre système humain, eh ben, c'est important. C'est important cette différence. Tu sais, c'est exactement le même combat qu'on voit depuis des décennies entre le patronat et les salariats. C'est-à-dire pas de patronat, pas de salariat, pas de salariat, pas de patronat. Hein. Donc, tu as une relation d'interdépendance. Et en fait, c'est ça. On a besoin de la pièce qui est en haut à droite autant que celle qui est en bas à gauche, parce que sinon, le puzzle n'est pas complet. Par contre, il n'y aura jamais aucune interaction entre les deux pièces. C'est là où le clivage, il est naturel. Mais c'est pas un clivage volontaire où je te regarde de travers et je suis en train de te dire, ouais, toi et moi, on est différents, ouais, je suis mieux parce que je suis plus grand, ou on est d'une culture différente, on est d'un culte différent. Non, c'est pas ça. T'as une identité, d'accord? Moi, mon postulat de base, c'est qu'on est unique comme tout le monde. Donc, travailler sur son unicité, ce qu'on appelle sa spécificité, parce que tu es dans l'histoire de l'humanité, tu es le seul. Tu es le seul avec ta spécificité dans ton contexte, ton environnement, dans ton temps, dans ton espace. Tu es le seul. Il n'y en aura pas deux. Il n'y en a pas eu deux comme toi, il n'y en aura pas deux. Maintenant, on a des points communs avec le reste de l'humanité. En fait, c'est ces points communs qui nous permettent d'avoir des interactions sociales. Donc, on est clivant, pas parce qu'on décide de construire un mur, mais parce que c'est normal. Donc, c'est oui et non. Tu vois, en fait, c'est quelque chose qui est
ultra, enfin, je ne vais pas dire logique, mais qui est naturel. En fait, c'est pas un clivage qui est voulu par souci de hiérarchisation, de comparaison, de confrontation. C'est un clivage qui est juste humain. Parce que de toute façon, on est pratiquement 8 milliards, on ne pourra jamais avoir des interactions avec les 8 milliards. Tu vois, dans la journée, tu croises 100 personnes et tu en fréquentes 5. Donc, c'est un clivage qui est naturel, mais qui n'est pas lié à une hiérarchisation, mais qui est lié à un système de valeurs. Naturellement, je vais me rapprocher des gens qui ont soit des valeurs jumelles, soit des valeurs complémentaires. C'est naturel, c'est normal. Tu vois, moi, je suis un mélomane. J'adore la musique. La musique habite ma vie. Quand je rencontre quelqu'un qui partage la même passion, normalement, c'est normal que ça matche. À l'inverse, quelqu'un qui déteste la musique, qui va passer son temps à dire « Ah, moi, ça m'insupporte », je ne dis pas que je ne le fréquenterai pas. Mais en fonction des points d'accroche, puis il y a des gens qui n'aiment pas, je sais pas moi, qui n'aiment pas le développement de l'humain, qui n'aiment pas le sport, qui n'aiment pas les arts martiaux, qui n'aiment pas la musique. On n'aura pas grand-chose à se dire. Après, il y a l'ouverture, plus tu es en phase avec toi-même, tu as confiance, d'accord? Donc, tu as une ouverture sur le monde qui fait que ponctuellement, de toute façon, tu peux avoir des points de convergence parce que tu vas rencontrer des gens et tu vas pas être agressif. Tu vois. Ensuite, sur l'expression de qui on est, la problématique, c'est encore le jugement. Parce que tu ne souris pas, je veux dire que tu es quelqu'un d'austère. Ah non. Si tu ne souris pas, c'est que tu as une raison de ne pas sourire. Point. Donc, je ne vais pas te juger parce que ton intention, l'intention, c'est ce qui précède l'action. Ben, je ne la connais pas. Je n'y ai pas accès et j'y aurai jamais accès. Je n'ai accès à ton intériorité que de ce que tu m'en dis. Et donc, ça renvoie au système de communication. Plutôt que de dire, ah, il ne sourit pas, c'est un con, je vais m'interroger, tiens, pourquoi il ne sourit pas? Et si on a possibilité d'interagir, ben, je te dirais, ah, tu as l'air triste. Ah non, 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 d'accord, c'est naturel. T'as pas, ok, cool. Tu vois, et en fait, c'est beaucoup plus simple Exactement. d'interroger plutôt que de tirer des conclusions. Alors, je rebondis là-dessus. Est-ce que essaye d'être objectif. Est-ce que toi, tu arrives à ne pas J'essaie. juger alors, tes clients, je sais que tu le fais très bien parce que direct, tu switches dans ta professionnellement parlant, etc. C'est ton taf. Donc forcément, les gens qui déballent tout ce qu'ils ont à déballer en face de toi, tu ne dois pas les juger et je sais que tu ne les juges pas comme moi, je ne juge pas mes patients. Si j'ai un patient qui est gros, qui est pas beau, qui est con, etc. Enfin, que je juge comme con parce que je sais pas, le mec, par exemple, il a des propos racistes et que ça ne va absolument pas dans mes valeurs, je vais essayer de ne pas le juger. Alors, il y a des trucs qui dépassent ma tolérance et mes valeurs, on va dire. Du coup, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais la plupart du temps, on va dire 95% de mes patients, moi, je ne les juge pas. Et même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils font, si je switch de l'autre côté du professionnel, hein, et ben, j'essaye de ne pas les juger. Et j'arrive aujourd'hui, avec l'expérience, à ne pas les juger. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, ça t'arrive quand même de juger les autres? Et est-ce que tu arrives à le savoir, en fait? Tu arrives à te dire, je suis en train de juger, remets les choses dans leur contexte parce qu'il n'y a pas de raison de juger la personne ici. Alors, oui, et alors moi, je suis taquin, je suis super taquin, je suis cynique, j'adore l'ironie, les sarcasmes, tu vois. Donc forcément, je vais avoir c'est très bien quand tu es un peu sarcastique, tu pointes le jugement. Et en fait, il faut définir le terme. Juger, c'est faire un procès d'intention. D'accord? Et basé sur quoi? Sur un cadre moral et ou éthique. C'est bien, c'est pas bien. T'es bien, t'es pas bien. T'es mieux, t'es moins bien. T'es beau, t'es moche. Ce sont que des choses qui sont ultra subjectives, pardon. Ça, c'est le postulat de départ. Pour répondre à ta question très simplement, bien sûr que je juge en dehors de mon travail. Mais je juge en conscience. C'est-à-dire que il va m'énerver, je vais dire espèce de sale con, je suis en bagnole, il m'a fait une queue de poisson. Mais là où le jugement peut découler sur une confrontation, sur de l'agression, sur quelque chose qui, tu vois, sur une mauvaise interaction interpersonnelle, je juge dans mon fort intérieur et ça me fait sourire sur moi-même parce que je me dis, là finalement, en jugeant, c'est toi le con. Donc, je juge en conscience. Quand je juge aujourd'hui, la majeure partie des cas, je juge en conscience parce que je me dis, bah, peut-être que le mec, il m'a fait une queue de poisson. C'est pas contre moi, c'est pour lui. Première chose. La majorité des gens n'agissent pas contre les autres, ils agissent pour eux. Sauf que dans le procès d'intention, on se dit,
pourquoi moi spécifiquement, je vis ce que je vis et pourquoi dans cette interaction sociale, cette personne a décidé de me faire ce qu'elle me fait. Or, dans la majeure partie des cas, 99%, les personnes, c'est pas toi spécifiquement, c'est dans ce contexte, vu que tu étais là, c'est pour eux, pas contre toi. Première chose. Deuxième chose, je me rappelle tout le temps qu'ils sont à la fois spécifiques et à la fois le fruit d'eux. Sauf que comme je n'ai pas accès à leur intériorité, qu'est-ce qui me dit qu'ils sont conscients, d'accord, de l'origine de leurs actions? Peut-être que le mec, il est con juste parce que pendant les 15 premières années de sa vie, on lui a dit que c'était un sale con. Et donc, ça a conditionné son rapport aux autres et il agit tous les jours comme un sale con. C'est ces éléments qui me permettent de toujours mettre de la mesure, tu vois. Et donc, forcément, de prendre tout le temps de la distance et de me dire, mais là, est-ce qu'il est conscient, premièrement, de la conséquence de l'action qu'il mène? De deux, est-ce que cette action m'est destinée? Et j'ai pas la réponse. Donc, forcément, boum, tu prends un pas de recul et t'es pas dans le jugement. Tu vois? Ne pas être dans le jugement, ça ne veut pas dire ne pas être touché émotionnellement, ne pas être touché dans ses valeurs. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais juger revient à faire un procès d'intention sur l'origine de l'action que tu es en train de juger. Et donc, moi, je suis en capacité aujourd'hui, enfin, j'essaye je suis pas d'accord avec les actions de tout le monde, mais par contre, je dissocie l'individu de son action. Je peux ne pas être d'accord avec l'action de quelqu'un. Par contre, je ne vais pas l'enfermer, d'accord, le réduire à l'action qui m'a été désagréable, qu'il vient d'avoir. Comme je te dis, le mec qui te fait une queue de poisson, peut-être que tu n'as pas vu, mais sa femme, elle est en train d'accoucher derrière. Hein, et elle est allongée sur le siège arrière. Et toi, tu as juste vu un gros connard qui t'a fait une queue de poisson pour rouler plus vite que toi. Et boum, tu es dans le jugement en disant c'est un gros con. Tu vois, là, tu le juges sur son intention. Il a fait exprès, il a vu, il est jaloux, il aime pas ma bagnole, il y a toujours un con. Ah, c'est un sale con de parisien, ils conduisent tous comme ça. Mais non, le mec, en fait, il t'a pas vu, toi. Il a fait une queue de poisson parce qu'il faut qu'il déboule rapidement pour aller à l'hôpital parce que sa femme est en train d'accoucher derrière. Donc, on n'arrive pas à circonscrire l'intégralité des facteurs d'une situation. C'est ce qui nous fait prendre le raccourci de juger. Donc, pour répondre très clairement, quand je juge, c'est en conscience. Mais de plus en plus, et c'est ce qui me permet même au niveau professionnel, quand j'affirme que je ne juge pas, mais parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui se connaît pas, et qui se connaît pas bien, parce que ça aussi, c'est une erreur de penser que les gens se connaissent pas. En fait, c'est plus subtil que ça. Ils ne se connaissent pas bien. Ils n'arrivent pas à distinguer ce qui est de l'ordre de leur spécificité de ce qui est de l'ordre de leur héritage. Et des fois, dans leur héritage, il y a des trucs qui sont pas du tout raccord avec leur spécificité. Tu vois? Culturellement, il y a des hommes qu'on élève comme des mâles alors que c'est des romantiques de folie, tu vois, et qu'on leur dit mais non, faut que t'es jeune, profites-en, serre-toi des nanas et vas-y, mâle, masculin, tu vois. Où on élève des femmes, on se disait mais non, la féminité c'est ça, la masculinité c'est. Mais et toi dans tout ça, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui procure en toi une sensation agréable? Ouais, mais je sais pas comment tu fais pour vivre à la campagne. Non, mais il y a personne, laisse tomber, les vaches et les arbres. Ah, mais toi, si t'aimes ça. Si tu es en phase avec toi-même parce que tu as une valeur qui te renvoie à la contemplation. Tu vois, et c'est très subtil les notions de jugement. Il faut toujours s'interroger sur est-ce que je suis en train de juger l'action? Ouais, tu peux juger qu'une action n'est pas bien. OK. Par contre, réduire l'individu à son action, ben, l'individu n'est pas que son action. J'espère que j'ai répondu à ta question. Tu as clairement répondu à ma question. Je vais te taquiner un petit peu. Vas-y. Alors, pour moi, tu es un peu t'es maître Splinter dans les Tortues Ninja, tu vois. Oh, arrête. Maître Kaio avec Sangoku quand il s'entraîne. Bref, évidemment, tu as acquis cette capacité à être conscient que tu juges en conscience, etc. Quel est, Excuse-moi, toi, ça a bugué, j'ai pas personnellement, entendu tout le ouais, début. je disais que tu as acquis cette capacité à juger avec conscience et tu sais quand tu le fais, comme tu nous dis, etc. C'est vrai, mais tu restes quand même un humain comme nous, malgré que tu sois Bien sûr. maître Splinter. Quelle est, toi, ta limite je vais dire, de tolérance vis-à-vis de ce jugement? Qu'est-ce qui vraiment fait que, non, là, c'est sûr que tu vas juger et ça va être trop fort émotionnellement pour toi dans les comportements humains? Parce que forcément, tu as dû avoir des clients qui dépassaient un peu ta capacité de tolérance à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr, mais ma limite, c'est mon système de valeurs. Moi, j'ai une valeur famille qui est très forte.
très, très forte. Voilà, j'ai une relation avec mes frères et sœurs. Comme je te l'ai dit, moi, mon meilleur pote, c'est mon frangin. Tu vois, et on a tout fait ensemble. C'est-à-dire que toutes nos boîtes, on bosse ensemble depuis qu'on est quasiment dans le milieu professionnel. Depuis qu'il a arrêté le sport, il s'est mis dans le milieu pro. Et on a été collègues. On a monté nos boîtes ensemble. Aujourd'hui, tout ce qu'on réalise, lui, il est personal trainer, c'est-à-dire qu'il travaille sur la physiologie. Moi, je travaille sur la psychologie. Et le point de convergence, c'est tout le système émotionnel, parce que dans les deux, il y a le système émotionnel. On s'appelle tous les jours. Euh, Valeur famille très forte. J'ai une femme dont je suis ultra fan. Mes enfants, voilà. Quelqu'un qui vient me dire, je sais pas moi, on va prendre un truc trash pour que ça soit parlant. Quelqu'un qui m'appelle en me disant, voilà, je sais pas comment passer le cap, j'ai envie de me taper la fille de ma nouvelle compagne qui a 13 ans. Au-delà de la légalité, moralement, dans mon système éthique et moral, bah, je peux pas. Parce que là, ça va me toucher moi dans mes valeurs. Je vais dire, avoir quelqu'un d'autre. Tu vois? Je vais pas. Quelqu'un qui, au cours d'une conversation, va me dire, voilà, mon système de. Ma limite, ce sont mes valeurs. Tu vois? J'ai un tas de valeurs. Et regarde, hein, j'irai jusqu'à dire, je vais juger son action, mais moi, je peux pas m'inscrire dans la collaboration avec quelqu'un qui va avoir des actions. Souvent, ma limite, elle est légale. Parce que, bon, je considère que la majorité des lois, qu'elles soient appliquées ou pas, hein, sont quand même là pour que l'être humain puisse s'épanouir dans un cadre commun. Et donc, c'est plutôt pas mal fait. Tu tueras pas ton voisin. Le mec qui m'appelle en me disant, moi, écoute, je vais avoir les couilles d'aller mettre un coup de hache dans la tête de mon voisin. Euh, Là, c'est un peu chaud. Ça dépasse mon système de valeurs. Ça dépasse mon cadre éthique et moral. Donc, ma limite, c'est ça. En dehors de ça, il n'y a pas de... Excuse-moi, t'allais me poser une question. Vas-y, je te laisse finir. Il n'y a pas, Non, y a rien d'autre, quoi. au-delà du cadre moral et éthique. Mais non, parce que l'être humain, il est ce qu'il est. Et qui je suis pour le juger, véritablement, hein. Je parle dans son intégralité. Je te dis, hein, je distingue bien l'action. Il y a des actions qui me dégoûtent, tu vois. Euh, euh, je, je suis sur un quai de métro, de l'autre côté, je vois un mec qui est en train de secouer sa petite amie. Bien sûr que l'action, elle me dégoûte et que je vais sauter le métro pour lui dire, bon, tu te calmes tout de suite parce qu'elle n'a pas les moyens, moi je les ai. Détends-toi. Tu vois, parce que c'est une injustice totale. Tu vois. Il n'y a aucune raison pour accéder à la violence. Par contre, la perception qu'il a et comment il va déclencher et le comportement, ça peut être compris, ça peut être expliqué. Tu vois. Pas justifié, expliqué. Et je ne vais pas réduire le mec à l'action dégueulasse qu'il est en train de mener là. Tu vois, en fait, c'est une nuance, hein, c'est vraiment une nuance. Mais pour ça, ça nécessite d'être conscient tout le temps. C'est épuisant au début. Puis après, en fait, tu as une mécanique où tu essaies de conscientiser tout ce que tu fais. Et quand tu ne conscientises pas, c'est sur des périmètres et des moments à faible enjeu. Voilà. Ça ne sera pas des enjeux majeurs. Mais ça, c'est une mécanique, il faut s'habituer. Attention, la route est super longue et je suis au début du chemin. Hein. Moi, toutes ces considérations, c'est parce que j'ai eu un jugement sur le monde, j'ai été jugé, je suis dans un environnement où des fois j'ai eu l'impression de pas avoir ma place. Et quand je suis arrivé à 30-35 ans, je me suis dit, ouais, ok, pourquoi j'ai l'impression de pas être à ma place et pourquoi j'ai l'impression de pas lifer alors que bon, je suis super heureux, j'ai réussi à fonder un foyer, tu vois. Euh, j'ai une femme, c'est mon binôme. C'est vraiment mon binôme de vie, tu vois. Et quand je dis que je suis fan de ma femme, c'est vrai, quoi. Je la trouve extraordinairement belle, tu vois. Et je sais que c'est subjectif. Et je m'en fous. Tu vois. Je trouve qu'elle a un caractère de dingue. Elle me fait rire, c'est mon pote, on peut plaisanter sur tout. J'ai vraiment une relation, je dirais pas fusionnelle parce que je suis pas dans l'adoration, mais c'est vraiment comment ça se fait que des fois j'ai des sensations de mal-être. C'est normal, je suis pas en phase avec moi-même. Donc en fait, ça dépend pas que de mon contexte et de mon environnement, ça dépend de moi. Et j'ai une grosse tendance à me juger fort, fort, fort. Tu vois, ce fameux syndrome de l'imposteur. Tu vois, on va découvrir que t'es nul. Donc en fait, c'est ce jugement sur moi-même, c'est tout ce travail sur moi-même qui m'a fait prendre conscience aussi que bah, chaque être humain
est unique comme tout le monde, et aussi comme tout le monde. Donc, en fait, chaque être humain peut avoir cette sensation d'être à l'intérieur de lui-même, de ne pas savoir, parce qu'on est dans une grosse machine qu'on appelle une société, d'accord, qui est aussi une norme, d'accord, et qui te dit, on va tous avancer par là. Et donc, il y a une question de rythme et une question de place. Et on ne prend pas la place qui nous convient. Chercher sa place, c'est prendre la place qui nous convient. Mais avec plus de subtilité, en fait, c'est donner la place à notre contexte, à notre environnement qui nous convient. Parce que notre place, on l'a, on est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, j'ai digressé un peu, mais c'était pour essayer de circonscrire dans la globalité, finalement, le rapport qu'on a au jugement. Tu nous as fait un lien là-dedans avec les valeurs. Alors, dans ces podcasts, tous les invités qui sont passés avant toi, je leur demande de me lister leurs valeurs en leur énumérant des valeurs. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est toi qui m'as appris à faire ça, enfin, qui m'a fait faire cet exercice que j'ai trouvé assez incroyable. Du coup, là, je vais rebondir direct. Je vais te donner une petite liste de valeurs. Bon, tu les connais, évidemment. Mais je vais en choisir quelques-unes parce que je ne vais pas toutes les faire. Parce que je sais à peu près lesquelles, je pense maintenant savoir lesquelles sont plus importantes pour toi. Des valeurs, encore une fois, les amis, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, c'est des mots que vous interprétez à votre façon, évidemment, qui, selon vous, vous représentent ou qui sont quelque chose qui est important pour vous, qui sont vraiment des valeurs qui dictent votre vie, consciemment ou inconsciemment, mais souvent quand on les entend, quand on met des mots dessus, alors chacun a sa propre interprétation de la justice, par exemple, tout le monde ne l'interprète pas de la même manière. Je pense que Steve et moi, c'est une valeur qu'on a en commun. Moi, je ne sais pas si c'est ma numéro 1 ou ma numéro 2, mais c'est une valeur qui est très, très importante pour moi. C'est pour ça que moi aussi, je sauterais le quai du métro pour aller discuter avec le mec en face. Mais je ne sais pas si j'ai ta sagesse de discuter ou si je vais envoyer un petit étranglement direct. La question se pose. Tu peux discuter après. Après, je ne sais pas s'il sera open. Du coup, je te donne une petite liste de valeurs. Tu essaies de m'en garder 3. Vas-y. Je te les fais pas toutes, évidemment. Je te les fais par ordre alphabétique. Alors, ambition, amitié, amour, assurance, autodérision, autonomie, bienveillance. Je suis désolé de te dire celui-là parce que je sais ce que tu en penses, mais je te le dis quand même, bienveillance. Combativité, courage, droiture, écoute, équilibre, excellence, famille, foi, humour, individualisme, justice, liberté, patience, pédagogie, performance, rigueur, sécurité, sincérité, tolérance, travail et vie de famille. Lesquels tu me gardes? Si tu devais m'en garder 3, je sais que c'est dur de garder 3, mais moi, je les ai. J'ai ma petite idée. Hein. Je peux te les dire tout de suite. Hein. Vas-y. Famille, foi, amour. Comment tu les décrirais pour toi? Qu'est-ce que chacune interprète? Comment tu les interpréterais? Famille, c'est l'environnement, c'est les êtres qui te sont chers. Moi, j'ai une définition de la famille. Il y a le sang. Et j'ai la chance que ma famille de sang constitue aussi les êtres les plus chers pour moi. Mais dans les êtres les plus chers, il n'y a pas que la famille de sang. Donc la famille, c'est un terme global de gens pour qui je fais, pour qui j'aurais tendance à œuvrer, pour qui je serais dans le don de moi. Tu vois. Attention, pas la dévotion, le don. La dévotion, il y a un côté inconscient où tu te nies. Le don, tu tiens compte de toi, d'accord? Parce que je considère que si tu veux donner, il faut avoir, et pour avoir, il faut se donner à soi d'abord. Si tu veux faire des maraudes pour aller donner à manger aux gens, si toi tu ne manges pas, tu vas faire une maraude, 2 maraudes, et puis après tu ne fais plus de maraude. D'accord? Donc famille. Foi, c'est parce que j'ai l'intime conviction que l'être humain est une créature dite spirituelle. Spiritualité, c'est tout ce qui va au-delà de la raison. D'accord? La raison définie par Descartes, hein, c'est toute l'intelligence intellectuelle. Je pense qu'on est un tout holistique
et que c'est ce qui est relatif à la croyance. Alors attention, dans foi, j'y associe pas forcément les notions de religion. D'accord? Tu peux avoir foi. Tu as une croyance qui dépasse la dimension cartésienne. Et c'est marrant parce que je le mets en dernier, mais en même temps, pour moi, c'est ce qui englobe tout, c'est l'amour. L'amour que je dissocie du désir, que je dissocie de l'envie, que je dissocie de la consommation. L'amour, c'est pour moi le socle commun de l'existence humaine et de l'existence tout court. Tu vois? Pour moi, l'équilibre universel, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, je rentre ça dans l'amour. D'accord? L'amour, pour moi, je défends la théorie que c'est le socle des émotions de base. Parce que par amour, ça procure de la colère. Par amour, c'est de la peur. Tu vois? Par amour, tu peux être triste. Par amour, tu es joyeux. D'accord? L'amour, c'est vraiment le phénomène. Pour moi, l'amour, c'est ce que j'appelle l'équilibre universel. Alors, c'est des grands mots, des grands trucs. Et dedans, tu peux mettre l'excellence, tu peux mettre la vie de famille, tu peux mettre la performance, tu peux mettre la sécurité, la tolérance. Bien que la tolérance, moi, quand tu regardes la définition du dictionnaire, je préfère le respect à la tolérance. Mais la tolérance, c'est quoi? Tolérance, c'est capacité à supporter quelque chose d'insupportable. C'est pour ça qu'on me dit, ouais, t'es quelqu'un de plutôt tolérant. J'aurais tendance à dire, je tends à devenir plutôt respectueux. Parce qu'on est tolérant de la différence. Quand on est tolérant de la différence, c'est dire qu'on a du mal à la supporter. Alors moi, j'ai tendance à respecter la différence. Euh, euh, dans l'amour, tu as cette capacité d'autodérision. Et c'est ce qui est important aussi pour moi. Hein. Mais tu vois, c'est vraiment... pour moi, l'amour, ça regroupe tout. La combativité, le courage. Alors, j'ai hésité à prendre un quatrième qui est la justice. Alors, parce que la justice, plus que l'égalité, c'est l'équité. Égalité régalienne, elle va sans dire. Mais l'équité. L'égalité ne fait pas tout. J'ai mon fils aîné qui fait 1m89, 88, 89, qui fait 120 kilos. Il est, voilà, c'est un rugbyman, tu vois. J'ai mon petit dernier, il fait 1m40. Si je pratique l'égalité chez moi, je leur sers la même assiette. Forcément, je vais en frustrer un. Si je me base sur le petit, le grand va être frustré. Si je me base sur le grand, le petit, il ne pourra jamais suivre. Tu vois. Donc, l'égalité sur les droits et les devoirs, mais l'équité dans la vie, dans l'interaction sociale et dans la répartition. Mais tout ça, le socle commun, c'est l'amour. Tu vois. Donc, moi, mes valeurs fortes, vraiment, ce qui anime ma vie et ce qui est profondément important à tel point que si je ne l'ai pas, je ne suis pas bien. Je n'ai pas mon équilibre. D'accord? C'est ça. Famille, foi, amour. J'espère que j'ai répondu à ta question. Tu as très très bien répondu à ma question, c'est parfait, c'est intéressant. On a tous une interprétation des mots assez différentes, tu vois, donc c'est ça qui est Absolument. intéressant dans ce système de valeurs. Et tous les gens que j'ai interviewés qui ont des parcours très atypiques et qui sont des gens qui font les choses, qui entreprennent soit dans le sport, soit dans le travail et qui réussissent bien, parce qu'encore une fois, ils ont eu des échecs, comme on en a parlé ce matin, ils m'ont donné des valeurs différentes. Et ouais, tu es le deuxième à me donner amour. Il n'y en a pas beaucoup à me sortir amour quand même. Hein. Et la personne qui l'a fait, Théo, mon pote Théo, qui est un bodybuilder professionnel, a décrit la même chose que toi. Tu vois que c'était sans amour, pour lui, il n'y avait rien d'autre parce que ça regroupait toutes les autres en fait. Mais c'est très intéressant parce que tu vois, moi, j'ai pas du tout ce mot ne m'évoque absolument pas ça. Pour autant, je comprends très très bien ce que tu dis et je suis complètement d'accord. Mais c'est juste que la notion d'amour ne m'évoque pas ça. Et si je rebondis sur la façon dont on évalue ces mots-là, moi, la justice, c'est une de mes deux premières valeurs avec le travail. C'est plus l'injustice qui me pose problème que la volonté de justice. Tu vois ce que je veux dire? Je partage ça avec toi à 100%. Tu vois, le mot justice, la justice, les lois, machin, clairement, c'est pas du tout mon interprétation de la justice. Et c'est plus la justice dans le sens où j'aime pas l'injustice. C'est une contre-valeur, on va dire. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Si, mais on pourrait dire que si on parle d'injustice, c'est ta capacité à ne pas supporter des choses qui sont considérées comme injustes. Dans la notion de justice et d'injustice, il y a le fait de subir un dol, tu vois.
Il y a une notion du faible par rapport au fort, il y a une notion d'imposition. Tu vois? Parce qu'il y a justice et justesse, tu vois? Il y a, qui renvoie à des notions d'équilibre, d'équité, d'égalité, de liberté, tu vois? Et l'injustice, c'est finalement priver quelqu'un de sa liberté. Donc, il y a toutes ces notions-là. Je te pose une question qui a rien, enfin, qui a rien à voir, qui n'était pas forcément prévue dans ma tête. C'est quoi, selon toi, c'est quoi ta définition de la liberté? Ça va être très surprenant. La liberté, pour moi, c'est le cadre, c'est les limites. La liberté, c'est pas faire ce que je veux. C'est un mélange de faire ce que je veux avec ce que je peux. Si tu parles de la liberté absolue, pour moi, elle n'est pas. Alors, si tu vis tout seul, la liberté absolue, elle est quand même conditionnée par des limites, parce qu'on a des limites. Tu sais, c'est bête ce que je vais te dire. On a des limites physiques. Tu ne vois pas plus loin que ton champ visuel, tu ne peux pas écouter plus loin que ton champ auditif. D'accord? Tu ne peux pas avoir le goût de quelque chose que tu ne goûtes pas et tu ne peux pas toucher quelque chose que tu ne touches pas. La liberté, euh, elle est pour moi conditionnée par des limites, par des frontières. Mais c'est des frontières dites naturelles. Parce que l'être humain, par définition, est une créature qui est limitée. Limitée dans son champ de perception, dans son champ de perception de l'autre. Regarde, on en parlait tout à l'heure. Hein. Il y a l'action, tu as accès à l'action, tu n'as pas accès à l'intention qui précède l'action. Tu vois? Et quand on parlait de justice des lois, quand tu assistes à un jugement, à un procès, c'est déterminer l'intention qui va conditionner le jugement de l'action. Et c'est là la difficulté. Si on parle de liberté liée à une organisation humaine, la liberté, elle est conditionnée par un système réglementé, par un mode de fonctionnement, par un mode d'interaction, d'accord? Pas des mœurs, par des usages. C'est là où on dit, la vulgate, c'est de dire la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Donc c'est toujours une question de limite. J'ai pas dit règle volontairement, j'ai dit cadre. C'est un cadre qu'on se fixe. C'est ça ma définition de la liberté. Est-ce que toi, tu es libre? Alors, la liberté, c'est aussi une question d'état d'esprit. Moi, je me sens ultra libre parce que je prends des décisions. Et c'est surtout des décisions qui sont en cohérence avec moi-même. Donc, là, pour moi, la véritable liberté, c'est l'introspection, la capacité à se connaître de mieux en mieux, d'accord? Et d'être dans la conscience. C'est la conscience qui procure la liberté. Le mec, t'as un pote qui te dit putain, je me sens pas libre, je suis tout le temps là, mon boulot il me plaît pas. Toi, t'as une notion, tu vas lui dire bah quitte ton boulot. Tu vas dire ah, mais t'es fou, regarde, si je quitte mon boulot, je vais avoir ça, je peux pas faire ci, j'ai le crédit. Et il ne se. D'ailleurs, quand tu analyses d'un point de vue linguistique, hein, on te dit je me sens pas libre. C'est une sensation la liberté. Hein. Aujourd'hui, je me sens presque libre. Presque libre parce que j'ai encore un système émotionnel qui est très actif. Mon travail le travail d'introspection, c'est un travail d'une vie. Donc, j'ai encore des expériences de vie dont je ne suis pas satisfaite, mais c'est pas de mon contexte que je suis pas satisfait, c'est de moi, de pas avoir été soit suffisamment conscient, soit suffisamment, tu vois, par rapport à mon système de valeurs. À partir du moment où tu identifies ton système de valeurs, tu l'entretiens, tu le nourris, et c'est ça la véritable liberté, selon moi. Donc, oui, je me sens d'une façon assez générale, je me sens assez libre. C'est super intéressant ce que tu nous as dit, parce que ça recoupe un peu ce qu'on a dit au départ. L'important, c'est de se connaître. Comment toi, tu fais pour que tes clients apprennent à se connaître? Et il n'y a pas de méthode miracle, hein. Évidemment, vous vous en doutez, tout ça, c'est que du travail et de la réflexion, évidemment, comme tout. Hein. Si tu pouvais nous donner des tips pour que les gens apprennent déjà à se connaître facilement, déjà appréhendent ce concept-là, comment tu ferais? Alors déjà, point important, euh, je suis pas dans le conseil pour qu'ils se connaissent. Conseiller revient à dire à ta place, je ferai. Or, comme on l'a discuté, avec la meilleure volonté des mondes, on n'est jamais à la place des autres.
C'est l'introspection, c'est le questionnement. Tu vois. Moi, je suis très Socrate dans son approche. Tu vois, c'est questionner le questionnement. En général, on n'a pas les réponses parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Aujourd'hui, c'est presque un adage Facebook, hein, tu vois, ou Instagram. Hein, tu vois. Vous n'avez pas, tu sais, les petits encarts là. Tu sais, l'adage du jour, t'as pas la bonne réponse parce que. Et c'est vraiment vrai. Moi, principalement, je questionne les affirmations des gens. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ça renvoie à un système de valeurs. C'est des questions qui sont. Mais ensuite, je creuse. Et c'est surtout. Alors, moi, j'aime bien le pragmatisme. C'est bien beau la masturbation intellectuelle, etc. J'adore faire ça. Hein. C'est génial. On a des grandes discussions. On va au restaurant, on discute de la vie, on fait de la philosophie. Ok. Moi, ce qui m'importe, c'est comment la personne va pratiquer ça au jour le jour. Comment ça va changer dans son quotidien. Comment elle conscientise son interaction. Comment elle conscientise sa relation intrapersonnelle. Comment elle conscientise qu'elle. Et donc, la conscientisation passe par le questionnement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans mon accompagnement, c'est principalement du questionnement. D'accord? Prise de conscience, mise en place d'une stratégie cognitive, d'une stratégie pour pouvoir euh, vivre l'instant. C'est principalement ça. Après, tu as plein d'outils. Hein. Il y a les outils de la PNL, les outils de ceci, les outils de cela, des outils qu'on construit. Parce que avoir un outil que tu distribues à tout le monde comme ça, à part une petite grille avec des mots où là tu travailles sur un peu de la sémantique, de la terminologie pour une redéfinition du mot. Là, je prends l'exemple d'une entreprise que j'accompagne. Euh, on travaille sur les valeurs. Deux membres fondateur de l'entreprise te parlent de créativité. Donc, c'est cool. Si on s'arrête là, ouais, tu as vu, on a un point de convergence. Ouais. Mais quand tu leur demandes leur définition de la créativité, il y en a un, c'est l'innovation, la recherche et développement, c'est toujours performer dans ce sens-là. L'autre, c'est l'expression artistique. Tu vois, donc, c'est toujours questionner qu'est-ce que tu mets derrière tes affirmations, qu'est-ce que tu mets derrière tes mots, qu'est-ce que tu mets derrière le ressenti d'une émotion, qu'est-ce que tu mets dans la sensation, qu'est-ce que tu mets derrière une croyance. Je pense que, tu penses que, d'où ça vient? C'est ça, se connaître. En fait, se connaître, c'est questionner. J'ai pas dit forcément douter. C'est au moins se questionner et apporter des éléments de réponse. C'est ce qui fait que c'est complexe et pas compliqué. Complexe parce que c'est multifactoriel et qu'il faut arriver à circonscrire le maximum d'informations, donc le maximum de facteurs qui vont avoir une incidence dans ta prise de décision. C'est un travail hein, comme tout le reste, évidemment. Est-ce que tu as Ouais. t'as des clients avec qui, au final, tu n'arrives pas, tu vois, genre je vais dire des échecs, mais des clients, au final, tu mets tout en place pour essayer de faire en sorte qu'ils soient en phase avec eux-mêmes, tu vois, qu'ils se connaissent, qu'ils apprennent à gérer toutes ces émotions, etc., et apprendre à savoir ce qui est bon, encore une fois, c'est un jugement, mais pour eux ou pas, apprendre à se remettre dans le contexte, etc. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, tu vois, vraiment, où tu as tout essayé et ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça t'arrive? Alors, déjà, il faut savoir que lorsque j'ai un client qui m'approche pour obtenir un résultat, le résultat peut survenir a posteriori de nos séances. Moi, ce que je fais, j'accompagne sur une méthodologie, tu vois, questionnement, mise en place de certains exercices, mais des exercices qui vont payer à plus ou moins long terme. Tu vois, c'est là où je responsabilise et je rends la personne avec qui je travaille, avec qui je collabore, tu vois, autonome. Il y a des clients qui m'ont envoyé un message 6 mois après en me disant, bah voilà, on a fini le processus, on fait une dizaine de séances, on a fini le processus. OK, j'ai compris comment ça marche. Tu vois, je n'ai pas encore atteint mon objectif parce que l'objectif, il est à court, moyen ou long terme. Et là, il est à moyen terme. Je n'ai pas encore mon objectif. Par contre, j'ai tous les éléments. Tu vois, c'est comme quand tu passes ton permis de conduire. Tu passes ton code, tu passes tes cours de conduite, mais c'est pas parce que tu as lu le papier que tu sais conduire. Hein. Tu vas devoir conduire, taper des bornes, changer de véhicule et ensuite avoir des réflexes où tu es vraiment à l'aise et tu dis là, c'est bon. Donc, oui, il y a des clients qui ont des coefficients de résistance super élevés. Coefficients de résistance au changement, parce que c'est dur d'être confrontant avec soi-même. Tu vois, il faut avoir une jauge d'estime qui est plus ou moins élevée, il faut avoir une jauge de confiance, il faut avoir une capacité à être en conscience le plus régulièrement possible et donc d'avoir le réflexe de mettre en place tel exercice, tel truc. Et tout ça, ça se fait des fois hors séance. Donc l'idée, c'est pas on finit les séances
quand la personne est arrivée à l'objectif. Non, 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 parce que des fois, ça peut durer 2 ans. Tu vois. Donc, il y a pas de réussite à proprement parler ou d'échec à proprement parler dans l'accompagnement. Il y a des coefficients de résistance. Il y a des clients avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit, bah, là, écoute, on va attendre avant de se revoir. Il faut que je mette ça en place. Et puis, des fois, ça m'est quasiment jamais arrivé. Une personne qui m'a dit, ouais, non, ça marche pas ton truc, j'arrive pas. Non, non. Parce que déjà, au préalable, moi, en général, quand on me contacte, je demande aux individus d'aller benchmarker. Va voir d'autres coachs, va voir d'autres préparateurs. Parce qu'il y a un lien de base, il faut que ça matche. Il faut que je se dise, tiens, j'ai envie de travailler. C'est l'envie, tu vois. Je me dis, je sais pas pourquoi lui, il y a un truc. Et ça, il y a que le client qui peut le déterminer. C'est ça, son engagement. Donc, c'est en ça où je me congratule pas en disant, ouais, moi, ça marche à 100%. Non, pas du tout. C'est déjà, est-ce qu'il y a un truc? T'as bien aimé ma façon d'être, t'as bien aimé parce que ma spécificité, en fait, c'est moi. C'est pas les outils que j'ai été capitalisés. Les outils, tu peux les trouver sur Internet aujourd'hui. On est à l'ère des MOOC, hein. Donc, les outils de développement personnel traditionnel, tu trouves tout sur le net. Par contre, la stratégie élaborée dans le questionnement, le contournement, tu vois, des croyances limitées, des dissonances cognitives, etc. Ça, c'est mon boulot et j'essaie d'être confrontant, mais toujours dans l'équilibre parce que l'idée, c'est pas de déstabiliser une personne, de la ruiner émotionnellement et qu'après, au bout d'1 heure et demie ou 2 heures de conversation, elle a envie de se jeter par la fenêtre. Donc, c'est là, moi, ma spécificité, c'est dans ma capacité d'écoute. Tu vois, la fameuse bienveillance. Non, mais il faut juste essayer d'être un bien, tu vois, d'être dans le non-jugement, pas être dans le conseil. Il y a des clients, la première séance, je pourrais leur dire, bah, c'est facile, tu fais ça, 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 allez, bon voyage. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça fonctionne quand tu conscientises que, ah, d'accord, j'ai compris le mode de fonctionnement, bah, je vais faire, ah, là, faut que j'arrête ça, faut que je continue ça, faut que je persévère là-dessus, faut que je change d'angle dans ma façon d'appréhender mon environnement, mon contexte, dans ma façon de m'appréhender dans mon environnement, dans ma façon de m'appréhender tout court. Et c'est tous ces éléments qui peuvent prendre plus ou moins du temps. Mais là, moi, je ne tombe pas dans ce qu'on appelle dans le jargon des thérapeutes la dépendance thérapeutique où je te fais pendant 2 ans. Alors, économiquement, c'est très intéressant. Hein. Un client, toutes les semaines, il vient, il te lâche ton billet. C'est bien. Mais tu vois, dans mon système de valeurs, je n'ai pas l'impression d'être honnête si je fais ça. Donc, à un moment donné, je lâche. Et j'ai des clients avec qui on se fait un call tous les 6 mois. On se prend 2-3 heures. Alors, vas-y, raconte-moi. On en est où? Il fait un point d'étape parce qu'il considère que là, il n'est pas encore assez autonome et qu'il a besoin d'un regard extérieur et qu'il me donne suffisamment de légitimité pour être ce regard extérieur. Je t'ai lancé sur le truc de bienveillance tout à l'heure parce que je sais que c'est un terme que tu ne portes pas forcément dans ton cœur et dans tes valeurs. Moi non plus. Parce que moi, tu vois, je le vois comme être bon avec les autres, être bienveillant, vouloir le bien des autres, mais genre un peu de manière forcée, tu vois, alors qu'au final, ça devrait être plutôt naturel. J'ai pas besoin de me dire, vas-y, là, je vais être bienveillant. Enfin, c'est ma façon de l'interpréter. Je sais pas si toi, c'est pareil. Écoute, j'ai un adage, moi, la bienveillance ne se dit pas, elle se vit. Exactement. Tu vois, Je suis complètement d'accord. c'est parce que ça devient un argument. En fait, le terme, il est chambé. Il est vraiment, moi, je le trouve super profond. Le problème, c'est que ça devient un argument de vente. J'ai pas besoin de te dire, et je le ferai avec bienveillance. Parce que ça veut dire que si tu le dis pas, tu le feras pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je peux l'interpréter. Ça, c'est comme quelqu'un qui te dit, ouais, j'ai beaucoup travaillé maintenant, aujourd'hui, j'ai plus d'ego, je suis humble. Moi, quelqu'un qui me dit ça, j'aurais tendance à dire, ah bon? Pour moi, c'est une manifestation pure d'ego de dire je suis humble. On chemine vers l'humilité, c'est un objectif, c'est presque un rêve. Tu vois, c'est ce qui va te permettre de continuer à être humble. Parce que dans notre constitution, on a une partie de nous, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego, et que c'est cette dualité qui fait que toute ta vie, tu es humaine, tu es en introspection, tu es dans la remise en question. Attention, j'ai pas dit l'autoflagellation, mais que tu te questionnes sur toi, est-ce que là, je suis vraiment synchronisé avec moi, mais c'est ce questionnement permanent qui te permet d'essayer de cheminer vers l'humilité. La bienveillance, c'est la même chose. C'est un état d'être, la bienveillance. C'est pas quelque chose que tu décides comme ça. Ouais, je suis bien. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui? Tu vois. Donc, je préfère dire, bah, on va pratiquer sans jugement parce que la réelle bienveillance, c'est de ne pas juger, en fait. Donc, je préfère dire qu'on va tenter de ne pas être dans le jugement, même si je sais que ça fait partie de la nature humaine de juger. Tu vois. Ok. Et qu'il y a des fois, tu n'es pas bienveillant.
Tu vois, quand tu as un mec qui t'énerve et que tu lui craches, tu lui éructes dessus des injures, c'est pas quelque chose que je fais, mais des fois, tu es tenté par ça et c'est normal, c'est humain. Tu vois. Là, le truc des êtres de lumière, non, il y a des fois, tu as un côté dark, tu as un côté sombre qui fait partie de la personnalité et de la nature de l'être humain. Le but, c'est d'en avoir conscience pour éviter de le laisser s'exprimer le plus possible parce que c'est nuisible pour toi et pour les autres. C'est cet équilibre, tu vois, mais équilibre dynamique. On est sur une corde, on est une espèce de funambule dans l'histoire de notre existence. Ouais, bien sûr, C'est pour ça que évidemment. quand on disait bienveillance, on en rigole. Enfin, voilà, c'est le côté un peu taquin, un peu sarcastique, tu vois. Ouais, la bienveillance. Ouais, ok. C'est Bah, c'est mieux de l'être, quoi. c'est mieux quand c'est pas forcé, surtout. Ouais. Si je reviens sur un petit peu ton mode de fonctionnement, alors, t'as pas forcément comment je vais dire ça, un secret médical ou un secret thérapeute où tu peux pas parler de tes clients, etc. Je me doute que enfin, voilà, on peut pas parler de tout le monde, évidemment. Je vais te poser une question qui est intéressante, dans le sens où moi, on peut parler de ce qu'on a fait ensemble, ça me dérange absolument pas, il n'y a pas il y a pas de souci là-dessus. Comment t'expliquerais aux gens ce que tu m'as fait faire si on prend mon exemple, tu vois, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu donnes cours à des futurs élèves qui veulent développer un système comme tu l'as créé. Comment t'expliquerais mon cas avec jugement ou sans jugement et le travail que tu m'as fait faire, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, comment ça s'est passé de manière résumée, hein, parce que c'est difficile de tout détailler. Mais tu vois, si j'étais un exemple que tu prenais, voilà, tu prends un exemple, c'est Thomas, il est venu me contacter, on a bossé là-dessus, si tu t'en souviens. J'ai tout en tête. Mais même sans parler de toi, d'une façon générale, tu as un fil conducteur. Tu vois. Après, le truc, c'est que c'est jamais dans le même ordre parce que chaque être humain, il est vraiment spécifique et il a une connaissance de soi qui est rarement totale, qui est partielle, mais sur un point. Souvent, on travaille sur les valeurs qui découlent sur des besoins. Parce qu'en fait, c'est bien simple. L'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir bénéficier le maximum de sensations agréables. D'accord? Et éviter autant que faire se peut de vivre des sensations qui ne lui sont pas agréables. Même si au final, il faut qu'il prenne conscience que la voie du bonheur, c'est pas vivre que des sensations agréables, c'est pouvoir être dans l'autorisation et ensuite l'acceptation de vivre des moments qui ne lui seront pas agréables et que de toute façon, après la pluie, le beau temps, c'est le cycle des saisons, etc. Moi, je travaille souvent, le processus de conscientisation, c'est euh, valeurs, besoins, croyances, émotions, limites. C'est un peu les 5 piliers de la connaissance de soi. Les croyances, pourquoi? Mais parce qu'on a tous un système de perception de notre environnement et de nous-mêmes qui est déterminé par un système de croyances, qu'il soit limité ou aidante, pour résumer comme ça, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, on a des croyances. Tant qu'on est à l'aise avec nos croyances et que ça pose pas de problématique dans notre capacité à avancer, à cheminer, pourquoi devoir les confronter, tu vois? Nos valeurs, c'est qui on est de façon intrinsèque, ce qui est important pour nous, ce qui va découler sur un système de besoins. Moi, j'ai une grosse valeur liberté. Comment je la nourris? Bah, en développant un besoin de voyager. Chez ma femme, son besoin de liberté s'exprime par un besoin de sécurité. Tu vois. Donc, on a des valeurs communes, mais on n'a pas une façon de l'exprimer euh, à travers le besoin qui est pareil. Les émotions, pourquoi? Mais parce que c'est super important. On est dans un système postmoderne qui est très cartésien, donc qui est basé beaucoup sur l'intelligence intellectuelle. Il y a tout un pan de nous qu'il faut développer, c'est notre intelligence émotionnelle, notre capacité à interagir avec notre système émotionnel. C'est pas un gros mot. Je veux dire, traditionnellement, on a toujours dit, ouais, l'homme, il est intellectuel, la femme, elle est émotionnelle. C'est une connerie. On a tous un système émotionnel, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Et ce qui est fondamental, c'est arriver à déterminer ses limites, donc son coefficient de résistance. Je peux accepter telle et telle action, tel et tel environnement jusqu'à là. Tu vois, je peux avoir des interactions avec ces individus jusqu'à là. Mes émotions, pour éviter qu'elles s'emballent, c'est jusqu'à là. D'accord? Je peux nourrir mes valeurs jusqu'à là. Tu vois, je peux satisfaire mes besoins jusqu'à là. Et le jusqu'à, en fait, détermine les limites. C'est en gros le, le travail, ou en tout cas les différentes notions qui sont abordées. Après,
t'as pas un individu qui fonctionne de la même façon, comme t'as pas un individu qui a des valeurs qui sont exactement les mêmes, en tout cas l'appréciation des valeurs, l'appréhension des valeurs qui sont exactement les mêmes. T'as pas un besoin qui est similaire à un autre, tu vois. Même chez des jumeaux, tu trouves qu'il y a une... Pourquoi? Parce qu'on a tous un rythme de vie, une ligne de vie qui est différente. On ne vit pas strictement la même vie, même des jumeaux. Il y a un moment où il y a un jumeau qui va aller aux toilettes et l'autre qui va aller prendre sa douche. Pourtant, ce sont les mêmes a priori. C'est ce qui va conditionner les différentes expériences de vie qu'ils vont mener parce qu'à un instant T, ils sont dans un espace spécifique, ce qui va conditionner leur ligne de vie. J'espère avoir répondu à ta question. Ouais, bien sûr, tu as clairement répondu à ma question. Bon, tout ça, c'est un processus hyper complexe, évidemment. Enfin, ça demande beaucoup de travail. Est-ce que toi, tu prends... on va bientôt clôturer le podcast parce que ça fait pas mal de temps. De toute façon, on va refaire d'autres épisodes ensemble, c'est sûr, sur des thèmes un petit peu plus spécifiques. Est-ce que toi, tu prends encore des clients là? Et si c'est le cas, oui, bien sûr. Quel type de client tu prends pour que les gens qui écoutent se sentent concernés ou pas, s'ils ont envie de t'appeler et de faire appel à tes services? Alors, je prends toujours des clients. Je te dis, moi, on va parler un peu avec un langage d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Mon business model, il est double. Il y a le B2C et le B2B. C'est-à-dire, je travaille avec les entreprises, donc à travers des ateliers, des formations. Tu vois, c'est un mix entre les deux parce que je suis intimement convaincu que c'est l'expérientiel qui fait l'apprentissage. C'est pas la compilation d'informations. Un âne qui a plein de livres, ça reste un âne chargé de livres. Pourquoi? Parce que les livres, il les a sur son dos. Tu vois, là, je fais une petite métaphore. Le dos, c'est le cerveau. C'est pas parce que tu as compilé plein d'informations que tu sais les mettre en pratique. Donc, moi, j'aime bien en entreprise faire vivre des expériences, d'accord? Pratiquer ce qu'on appelle le feedback. Qu'est-ce que vous avez vécu intellectuellement, émotionnellement, là, ok? Et ensuite, y accoler une notion, ce qui fait que c'est pratico-pratique. Ah, ok, cette notion. Et ensuite, on refait une expérience dans laquelle on met la notion. Et hop, regardez, le changement, conscientisation. Et là, tu t'appropries en fait la notion. C'est pas, je l'ai apprise par cœur, bah voilà, j'ai un déroulé. Donc, oui, je prends encore des clients parce que véritablement, c'est ma passion. J'aime l'interaction avec les gens. Enfin, comme les gens auront pu s'en apercevoir et comme tu l'as présenté au début, j'adore parler, j'adore échanger. J'aime être confronté à l'autre, pas dans le sens de l'opposition. La confrontation, c'est l'échange. Ouverture, qu'est-ce que tu penses, qui tu es? Moi, ça me passionne. Donc oui, je prends encore des clients et je prends tout type de clients, sauf les gens qui ont des pathologies psychologiques. Mais 99% des gens n'ont pas de pathologie. Pathologie, c'est une maladie, donc ça nécessite une thérapie. C'est pour ça que je ne me définis pas vraiment comme thérapeute, même si j'utilise des outils de la thérapie. Parce que je considère que les gens, majoritairement, ne sont pas malades. C'est qu'ils sont à la recherche d'un équilibre. Donc, en fait, je prends autant des gens qui sont capables, qui préparent des concours, des gens qui sont en recherche de performance, euh, autant les gens qui sont en recherche de conscientisation de leur mode de fonctionnement que des gens qui sont à la recherche d'efficience. Tu vois, j'ai des mecs qui arrivent, qui arrivent en entreprise, qui ont accès au poste dont ils avaient, mais les mecs qui sont comme ça. Tu vois, on fait un peu de stress, gestion des... Alors, j'aime pas ça, gestion du stress, gestion des émotions. Il y a le côté gestion, côté contrôle. Non, déjà, identification, comment je fonctionne. Ensuite, comment je vais essayer de capitaliser un certain nombre d'outils de mise en perspective, de tips qui vont me permettre de vivre mieux et d'être dans cette recherche de sensations agréables le plus possible. Donc, j'ai pas un type, je dis pas, je fais ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, ça reste quand même large. Vous pouvez contacter Steve si vous vous sentez concerné et que vous vous en ressentez le besoin. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, Steve? J'ai des réseaux sociaux classiques, hein, j'ai une page FB, j'ai un compte Insta qui est très peu fourni et très peu fréquenté parce que, si tu veux, j'ai un passé où j'ai développé un réseau en entreprise, donc j'ai beaucoup travaillé en entreprise, et j'ai de la chance d'avoir un pied dans les sportifs, donc j'ai beaucoup axé mon travail avec les sportifs. Et tout ce qui est accompagnement dit individuel, personnel, j'ai privilégié le bouche à oreille, la recommandation, tu vois, parce qu'en termes d'engagement, c'est plus simple et que jusqu'à présent, c'était un peu difficile
dans le marché de l'accompagnement du développement personnel, d'essayer de faire sa place sans rentrer dans le marketing. Alors, je suis désolé si je vais en heurter certains, mais dans le marketing un peu putassier, tu vois, je me vends pas comme ça en disant venez chez moi. En fait, j'arrive pas à faire corréler tout ce marketing-là. Pourtant, j'ai fait de la stratégie marketing pendant longtemps. Hein. Avec le fait de, c'est une demande, donc c'est un élan qui doit venir personnel. Et moi, j'ai du mal à vendre quelque chose. Je ne vends rien. Je réponds à un besoin en échange de quoi j'ai une compensation financière. Mais déjà, je réponds à un besoin. J'ai du mal à dire, en me mettant en scène sur les réseaux, en disant, vous avez un besoin, venez vers moi, je vais répondre. Donc là, donc, j'ai un compte LinkedIn classique, j'ai un compte Instagram, j'ai une page Facebook dans laquelle il y a mes coordonnées si les gens se sentent l'envie de me contacter pour avoir plus de précision sur sur ma façon de répondre à leurs besoins, qu'ils se sentent de le faire. Mais prochainement, là, avec le lancement d'Osmose, on aura l'occasion d'en reparler. Je vais faire une com un peu plus haut. Je vais mettre un petit peu mon visage vieillissant sur les réseaux sociaux, tu vois. De toute façon, je mettrai ton mail, je pense, en description du podcast. Les gens pourront t'envoyer un message Yes. sans aucun souci. Je comprends tout à fait ce que tu dis dans le sens où nous, on vend pareil, on vend en fait une prestation qui est liée à un besoin qui est forcément tarifé parce que c'est obligatoire, c'est notre métier, on prend du temps, etc. C'est tout à fait logique, mais on a du Absolument. mal à... on le fait de plus en plus. Là, en 2022, on s'est dit, il faut absolument qu'on le fasse, mais on a du mal à se dire, il faut qu'on incite les gens à venir nous voir, alors qu'en fait, c'est un besoin qu'ils ont et c'est plutôt à eux de faire la démarche, tu vois, dans ma façon de penser. Encore une fois, c'est peut-être se mettre à la place des gens, mais moi, dans ma façon de penser, c'est plus, si j'ai ce problème-là, je vais plus aller chercher quelqu'un plutôt que ce quelqu'un va venir à moi naturellement. Mais à l'ère actuelle où tout est digitalisé et c'est un peu la façon de fonctionner des choses, je pense qu'on est un petit peu obligé, enfin obligé, encore une fois, c'est une question de choix, de se mettre à faire ce marketing, même si on en connaît un petit peu tous les rouages de ce marketing digitalisé. On est un petit peu obligé de jouer avec si on veut que le business soit fleuri. On va dire, justement, je te pose une dernière question. Euh, Ça ne va pas être une question en lien avec l'actualité, tout ce qui est vaccin, coronavirus, société, etc. Mm-hmm. C'est pas du tout ça le sens de ma question. Le sens de ma question, il va être plutôt, toi, ton avis sur le monde actuel, ton avis objectif, hein, vraiment ce que tu penses vraiment du monde actuel dans lequel on vit, qui est en train de changer, qui a déjà changé. Qu'est-ce que tu penses, toi, quelle est ta vision sur l'avenir et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe récemment ou pas récemment dans le monde? C'est une question qui est très large, qui est assez complexe à répondre, mais j'aime bien avoir l'avis des gens interviewés là-dessus. Alors, en préambule, il y a deux choses. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent c'était mieux avant. Tu vois, je suis fan de rap, je ne dis pas le rap c'était mieux avant. Le rap c'est bien tout court, t'aimes ou t'aimes pas. Deuxième, dans le préambule, il y a un deuxième point. L'être humain a une capacité mais extraordinaire d'adaptation. C'est les deux points de base qui sont en préambule de ce que je vais dire. Une fois ça posé, je ne pourrais pas te donner de réponse sur un jugement en disant je suis inquiet, je ne suis pas inquiet, parce qu'il y a aussi ma propre recherche personnelle, ma propre vision de l'humanité qui est, je l'espère, universelle. Mais je m'interroge justement sur le rapport qu'a l'être humain dans ce monde aujourd'hui qui a prôné beaucoup d'individualisme, tu vois, où les gens cherchent à exister par rapport à, tu vois, en essayant de se comparer à. Tout ça avec un monde ultra digitalisé. Comme je te l'ai dit, hein, moi je suis un super geek. J'ai toujours 3 PC allumés, je suis un gamer. Tu vois, j'adore la technologie, vraiment. Mais il y a aussi le fonctionnement de l'être humain à proprement parler, dont j'ai l'impression qu'on ne tient pas assez compte dans sa capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation qui nécessite du temps. Là, dans les recherches sur les sciences humaines, on va faire, là, on est en train d'opérer un bond qui est en train de s'accélérer. On passe aux ordinateurs quantiques. C'est-à-dire que là, on va faire un bond d'à peu près 250 ans. Quelle va être la capacité d'adaptation
de l'être humain. On a tous des parents, des grands-parents qui ont pris une grosse claque avec l'avènement d'Internet, l'avènement des réseaux sociaux. Moi, je vois comment mes enfants sont conditionnés par les réseaux sociaux. Je ne fais pas partie de ces gens qui vont dire faut tout leur interdire ou de ces gens qui vont dire mais non, t'inquiète pas. J'essaie toujours d'avoir une vision. Ils vont s'adapter, ça va avec leur génération. Quel va être l'impact, d'accord, dans leurs relations intra- et interpersonnelles? C'est plus sur cette dimension que je m'interroge. Alors oui, il y a des fois, ça aurait tendance à me faire flipper parce que moi, à 20 ans, les téléphones portables, ça n'existait pas. Tu vois, il n'y avait pas Internet. Donc, j'ai grandi, j'ai fait ma construction identitaire dans un environnement qui était radicalement différent de l'environnement qu'on vit aujourd'hui. Donc, forcément, il y a un moment donné, je me dis, mais c'est pas de la peur, c'est vraiment de l'interrogation et j'arrive pas, sincèrement, j'arrive pas à savoir où on va. Tu vois. Les gens, on parlait justement du marketing Internet, et c'est là d'ailleurs, petite digression, hein, c'est là où vous faites bien votre job, et que moi j'adhère parce que vous ne proposez pas dans votre proposition, dans votre réponse à un besoin, vous proposez une méthode. Vous n'êtes pas en train de dire venez chez nous, c'est mieux, vous dites, et c'est là où c'est clivant. Et pour moi, ce qui est clivant, c'est là où c'est bon, vous dites, nous on propose une méthode. Si notre méthode vous parle, venez. Vous allez voir, on vous propose une méthode qui est une façon de répondre à vos besoins. Et là, c'est pas putassier, parce que vous n'êtes pas en train de faire du racolage en essayant de bouffer de la part de marché, etc. Non, vous avez élaboré une méthode, c'est le fruit d'un travail. Donc, moi, je suis dans cet élan-là dans le rapport aux interactions sociales via la digitalisation, via le high-tech. Tu vois. Après, j'arrive pas à savoir où on va au-delà même des considérations de corona, il y a un côté humain où aujourd'hui on sait qu'il faut tenir compte de ce côté humain, mais j'ai l'impression qu'on ne sait plus comment en tenir compte parce que, eh ben, de plus en plus, enfin, en France particulièrement, premier consommateur d'anxiolytiques, le niveau de burn-out, il est en train d'exploser les plafonds. D'accord. Les gens, suite au corona, certes, c'est contextuel, mais tous les gens qui se sont retrouvés là, les couples qui se sont retrouvés entre eux, qui se sont déchirés la tronche, ça a été quand même une catastrophe. Je pense qu'il y a quelque chose qui me donne un petit coup d'amertume, pas de nostalgie, d'amertume quant aux relations interpersonnelles. Les gens ont tendance à se greffer le visage de plus en plus là où on devrait marcher ensemble. Si j'ai une inquiétude, c'est ça. Comment réconcilier l'être humain avec lui-même et de ce fait avec les gens. Tu vois. Et là, je ne sais pas comment on fait. Donc, c'est là où moi, je fais une proposition. Concentrez-vous sur vous-même, vous verrez que la vie avec les gens va se faciliter. Mais je ne sais pas si le fonctionnement global de ce système tel qu'il est aujourd'hui favorise ça. Donc, c'est ma Je te réponse, c'est rejoins une question. complètement, ouais. Ok, bah, merci pour cette réponse. Je rebondis sur ce que tu as dit à la fin là. Je donnais cours hier à des kinés diplômés et je leur faisais un petit état des lieux sur les pathologies qu'on retrouve le plus dans le monde actuel liées à la sédentarité, etc. Parce que oui, c'est une réalité, on est de plus en plus inactif. Et ce qui ressort en premier, c'est les troubles musculo-squelettiques. Ça se traite avec de l'activité physique régulière. Et en deuxième, c'est tout ce qui est lié de l'ordre du cognitivo-comportemental. Donc, en vrai, si on a un conseil à vous donner, c'est faites une activité physique régulière, pas forcément un sport où c'est la castagne, mais faites une activité physique régulière et réfléchissez à ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous anime, comment être en cohérence avec vous et au niveau mental et psychique, vous vous sentirez beaucoup mieux et du coup, vous aurez éliminé un nombre de pathologies assez important. Donc, c'est quand même incroyable qu'en 2022, il y ait ce genre de pathologies qui sortent en premier, mais c'est la réalité. Steve, dernière question. Alors, déjà, merci pour Parce que, juste pour rebondir, parce Vas-y. qu'on cherche à satisfaire nos sens plus qu'à être dans la quête de sens. C'est bien dit. Dernière question, la plus importante. Quel est ton rappeur préféré, Steve? Français ou américain? Français et américain. Ça peut être un groupe. Ça peut être un groupe. Tu me dis un français, un américain ou un groupe français, un groupe américain. C'est compliqué parce qu'en plus, moi, là, tu touches à mon Il sucre, à mon réfléchit. miel. Il réfléchit. Ça pourrait sortir Euh, direct. j'allais dire. Alors, ça dépend. Chez les vieux, ça se dispute entre Nas et Biggie. Chez les jeunes, c'est entre Kendrick et J. Cole, chez les Américains. D'accord. Chez les Français, les trois que j'écoute en ce moment, je ne vais pas dire que ce sont mes préférés parce qu'il y a une conflit de génération, mais j'aime bien Benjamin Epps,
Jewel Hussein et Josman, chez les Français. Ok. Voilà, Très intéressant tout ça. J'espère qu'il y a des connaisseurs parmi les auditeurs du je suis podcast. pointu, hein. Je suis Ouais, pointu. bien sûr. Et dans le hip-hop, en fait, je suis plus sur les beatmakers. Et moi, mes 3 beatmakers, c'est JD, Madlib et Nance Wonder. C'est best of the time. Mais je suis désolé, DJ Premier, parce que je l'aime aussi, mais voilà. Un amateur de musique. C'est très important la musique, les Ouais, amis. grave. Vous l'avez entendu dans tous les premiers podcasts que j'ai fait, j'ai à chaque fois mis une petite intro et souvent c'était une intro qui était extraite d'une interview de mon rappeur préféré, voilà, on va pas se mentir, de Booba, parce que j'aime bien le personnage Il est et bon. ce qu'il dit. Et je pense en cohérence avec ce qu'il pense et ça reflète pas mal de choses auxquelles je crois. Donc, c'est toujours rigolo de remettre ça dans le contexte. Steve, merci encore une fois Absolument. pour ton temps. On Merci fera à d'autres toi. podcasts ensemble, évidemment. Avec grand Les plaisir. amis, cette année, ça va arriver et il y aura peut-être d'autres projets. On en parlera dans le futur. Je vous mets tout en lien en description pour rejoindre Steve si vous avez des questions à lui poser au sujet de ce qu'il fait. Et si vous avez besoin de bosser avec lui, je vous conseille fortement de franchir le cap. L'investissement temporel et financier, ça, c'est absolument pas une question. Vraiment, quand vous investissez sur vous-même, ça fait la différence. Donc, sincèrement, écoutez ce que je viens de vous dire et essayez de franchir le cap. N'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur toutes les applications de podcast sur lesquelles vous écoutez cet épisode. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les amis.